vous passez le temps à dire que Paul Biya, ce n'est pas à lui de faire ci, il n'est pas obligé d'être là, ce n'est pas lui qui est responsable de la décrépitude financière, ce n'est pas lui qui est responsable des détournements de fonds, ce n'est pas lui, s'il n'est responsable de rien, si on ne doit lui demander des comptes sur rien, ça signifie factuellement que il ne sert à rien, selon vos propres mots. Et s'il ne sert à rien, ça légitime à plus forte raison. Tu peux quitter, que tu peux aller carrément séjourner ailleurs. Sinon, ceux qui défendent cela d'ailleurs, ce sont ceux qui vous disent, tout en réclamant l'identité de patriote, ils sous-entendent donc avec ce que Paul Biya peut donc quitter le Cameroun, faire tout le mandat dans 7 ans hors du pays, et ça va, on ne doit rien réclamer vu que la Constitution n'a pas prévu un délai sur la vacance. C'est de l'anti-patriotisme, c'est même de la bêtise. Et c'est ça qui fait la différence entre les patriotes autoproclamés et le patriotisme véritable, c'est-à-dire celui basé sur les textes de loi, dont le président de la République incarne les institutions. Il incarne l'État du Cameroun dans tous les aspects de la vie publique. Donc quand il va en Chine, il doit dire ce qu'il va faire parce que c'est avec l'argent des Camerounais qu'il y va. Le budget de la présidence vit des cotisations fiscales ou alors des recettes des transactions et à la fin de l'année, une partie est allouée au fonctionnement de la présidence de la République. C'est l'argent des Camerounais. Donc les Camerounais ont le droit de revendiquer, puisque le président a son salaire à lui, qui est maintenant son argent privé. Maintenant, quand il utilise pour le fonctionnement de la présidence l'argent alloué à la présidence dans l'argent des Camerounais, il n'est pas question que le même dise au Camerounais que non, je n'ai aucun compte à vous rendre. Ah, pas du tout, tu as des comptes à rendre. Même à l'époque de la monarchie, les Français ont capturé leur roi, Louis XVI, qui tentait de fuir le pays. On l'a ramené à Paris, on l'a mis en prison et on a dit mais toi tu voulais fuir, tu es le roi, tu veux fuir, tu veux aller faire tes magouilles externes et revenir triomphant. Or c'est ici que tu dois répondre justement de tes actes et de la situation économique morose de notre pays. Et là c'était l'époque de la royauté, je dis bien la royauté. Or là on n'est même pas dans la royauté et vous voulez justifier des comportements qui rappellent la royauté. Non, le patriotisme c'est ceux qui défendent le Cameroun dans son intégralité. Le patriotisme c'est ceux qui défendent les lois de la République. Ce qui exige à Paul Biya de respecter les lois de la République. Voilà le vrai patriotisme. Parce que le Cameroun existe avant Paul Biya, le Cameroun existera après Paul Biya. Le patriotisme, ce n'est pas que je soutiens Biya. Comme il est le président, je le soutiens. Donc, le fait de soutenir le président, c'est qu'on est patriote. Et ceux qui sont dans l'opposition sont des antipatriotes. C'est la conception la plus imbécile du patriotisme qui puisse exister. Sinon, vous allez, je sais pas, en Allemagne, Olaf Scholz, qui est chancelier, pour le compte de son parti, le SPD, vous allez donc dire à ceux qui sont de la CDU, qu'aujourd'hui, comme ils sont des opposants, ils ne sont pas patriotes. Dans aucun pays normal, ça n'existe. Les élections aux États-Unis, c'est dans quelques jours. Les républicains face aux démocrates le 5 novembre. Il y a personne là-bas qui se revendique plus patriote qu'un autre. Chacun revendique qu'il il est meilleur pour mettre en avant les intérêts de l'Amérique, mais personne n'enlève à autrui, à son vis-à-vis, l'identité d'Américain, l'identité de patriote. Comment vient d'un État voyou, d'un État pervers, d'un État qui réprime et d'un État qui menace et qui complique la vie à ceux qui s'opposent à lui par conformisme et par volonté de vivre tranquillement et de ne pas être inquiétés, les gens ont commencé à défendre dans Paul Biya et en disant que c'est ça le patriotisme. Quand vous critiquez Paul Biya, vous n'aimez pas le Cameroun. Quand vous critiquez Paul Biya, on dit vous salissez l'image du Cameroun à l'étranger. Or, c'est Paul Biya qui, actuellement, se fait soigner à l'étranger. Et le fait qu'il se fait soigner à l'étranger est donc une façon pour lui de dire il n'y a pas des hôpitaux dans mon pays. Donc c'est Paul Biya qui dit qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, ce n'est pas non. Au Cameroun, ce n'est pas non.
Beaucoup d'entre nous vont soigner au Cameroun quand ils y sont. Maurice Kamto, par exemple, est avec vous là-bas au Cameroun. Même Joshua Oshi est avec vous là-bas au Cameroun. Même Jean de Dieu Momo, il est avec vous là-bas au Cameroun. Donc même les clones de la plus haute pitrerie sont avec vous là-bas au Cameroun. Le seul qui montre aux Occidentaux que il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun, c'est Paul Biya, parce qu'il est le président, il a donc les moyens de doter son pays d'une infrastructure de qualité, mais il ne le fait pas, il se fait soigner à Genève, et ils vont envoler, il y a ceux qui disent sur Facebook, sur TikTok, qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. S'il y avait des hôpitaux au Cameroun, qui plus est des hôpitaux de référence, la référence au Cameroun, c'est le président de la République. Il prêcherait donc par l'exemple, il se ferait soigner au Cameroun. Donc ce n'est pas ça le patriotisme, et aujourd'hui, dans notre conférence du jour, nous allons entrer en détail sur ces questions de patriotisme et nous allons définir ce qu'est le patriotisme véritable. Ce n'est en tout cas pas le fait de soutenir Paul Biya et parfois par les liens du village en disant voilà. Je suis voilà nous la première personne du pluriel qui justement entérine le tribalisme des n'est pas ça le patriotisme. Pas du tout dans la discussion sur les absences de Paul Biya. Elle est totalement factuelle, elle est totalement fondée, et si vous êtes content à supposer qu'il rentre véritablement demain, j'espère pour lui, et j'espère qu'il sera debout, et j'espère que la CRTV ne va pas montrer le ciel quand il va descendre de l'avion, à supposer qu'il rentre dans demain. Si vous êtes content qu'il rentre, vous devez en fait demander pardon à ceux qui ont demandé depuis qu'il rentre, parce que ceux-là ont passé 2 mois à vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que Paul Biya fait ça depuis que ça veut dire que c'est normal, car votre argumentaire repose souvent sur le fait que mais il a toujours fait ça, et souvent il revient, il nous montre qu'il a envie, il revient plus vivant que jamais, un autre taponnet est de retour. Donc si vous avez votre enfant à la maison que le voisin tabasse et dont le voisin arrache le goûter tous les jours, vous allez déduire que c'est une bonne chose vu que le voisin fait ça depuis la nuit des temps. Vous allez dire que bon, le voisin a l'habitude d'arracher le goûter de mon fils. Qui vous a dit que la permanence d'un crime légitime le crime? Ce n'est pas parce que le voisin agresse votre enfant ou viole votre femme que c'est très bien qu'il le fasse tout le temps. Non, pas du tout. La fréquence d'un délire, c'est juste un délire fréquent. La fréquence d'un délire ne transforme pas le délire en vertu. Absolument pas. Donc depuis qu'il fait ça, c'est en violation des textes fondamentaux de la loi fondamentale qui dit que c'est la capitale, le siège des institutions, sans compter le marasme financier que cela entraîne. Vous avez beau crier comme des je ne sais quoi, vous nous écrivez, et nous qui sommes dans la diaspora tout le temps pour demander 500, 200, etc. Et je ne veux pas vous montrer ma messagerie, je ne veux pas vous montrer la messagerie des autres qui sont ici. Il est établi que nous, en diaspora, on a les mêmes problèmes que vous. La vie n'est pas rose, elle n'est rose pour personne. Mais il est établi que les messageries de nous qui sommes dans la diaspora sont jonchées de demandes d'argent, comme s'il y avait un arbre, l'arbre argent. En Europe, en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui fait que quand tu arrives ici, ça coule à flot et tu peux l'envoyer au pays tous azimuts. Donc, vous êtes justement dans ce paradigme-là où vous manquez de tout, parce que, c'est l'une des raisons, parce que l'argent public sert aux caprices, aux desiderata d'un individu et de sa famille, dans les soins de santé à Genève, dans les sacs à main de Chantal, dans les t-shirts de Brenda, dans les séjours à l'hôtel intercontinental, dans la location de l'avion, dans la location en établissant que c'était en moyenne 4 mois par an, et vous voyez, là, il vient encore de faire 2 mois, il va certainement trouver le moyen de repartir entre-temps, s'il est en vie, bien sûr. Et encore que c'est la diaspora qui l'avait calmé, il y a un pays qui l'avait confiné au pays, mais voilà, 4 mois par an à l'étranger en moyenne, et ça conduit à une situation où de l'argent énormément disparaît de la caisse publique. On évaluait justement un séjour à l'intercontinental à 25 millions de francs CFA toutes les 24 heures, dont plus d'1 million de francs CFA que Paul Biya dépense par heure. Imaginez quelqu'un qui dépense 1 million de francs par heure, c'est terrible ce que les 1 million de francs auraient pu faire. Quand vous vous repliez sur la diaspora et qui vous demandez un soutien pour votre activité, votre entreprise dans tel ou tel domaine, pourtant il y a un homme qui claque 1 million de vos francs par heure et qui aurait largement subventionné vos entreprises, et il le fait depuis 1982 à hauteur de 4 mois par an. Donc pendant 4 mois par an, quelqu'un dépense 1 million par heure. Ça fait combien après 4 mois? Et ça fait combien après 4 mois fois 42? Voilà dans l'origine du malheur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et quand on vous présente cela, si encore vous qui venez,
et qui accusait des tribus, des ethnies, les Topori ont fait ceci, les anglophones ceci, les Bamileke ceci, les machins ceci. C'est-à-dire vous tribalisez le discours politique pour occulter justement une revendication de fond. C'est cette perversion-là que nous allons abolir ce soir dans notre longue veillée que nous allons organiser, que nous sommes en train d'organiser. Et voilà, ce rappel introductif était important pour vous rappeler que ceux qui disent à Paul Biya rentre à la maison n'auront pas honte parce que Paul Biya est revenu au Cameroun. Ça, c'est vos fantasmes. Si Paul Biya revient, ça confirme que leur revendication justement était légitime. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à un président qui est hors du pays depuis 2 mois ne rentre pas. La logique, c'est rentre. Si en même temps dit ne rentre pas, on gère le pays, vous allez dire comment il y a une constitution, attendez que Paul Biya le mandat finisse, ne prenez pas le pouvoir par la force, etc., etc. Quand on dit alors à Paul Biya de rentrer, pour nous prouver qu'il est en vie, pour nous prouver qu'il est valide, pour nous prouver qu'il n'y a pas vacances, c'est encore vous qui venez chipoter dessus. Donc le vrai problème justement, il est à ce niveau-là, de manière introductive, il est important de préciser. Le vrai problème, il est à ce niveau-là. Et sur la mort ou la vie de Paul Biya, la validité de Paul Biya, est-ce qu'il peut encore conduire le Cameroun vers l'émergence à laquelle il a fait allusion? Un peuple a le droit de revendiquer où est son président. C'est le président qui, justement, élabore la politique gouvernementale. C'est le président qui élabore les grandes lignes sur l'économie, sur l'industrie, sur le volet sécuritaire. Donc, un peuple a besoin que le président soit, ait toute sa vitalité. Vous avez vu les réactions des investisseurs étrangers qui ont commencé à économiser leur argent et qui ont commencé à hésiter à acheter les titres financiers de l'État du Cameroun, à acheter les bons du Trésor du Cameroun, même à l'intérieur de la sous-région, au sein de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, les obligations de l'État du Cameroun ont énormément chuté parce que les investisseurs, ne sachant pas si Biya est en vie ou non, ne sachant pas s'il est encore valide ou non, ne sachant pas si c'est Ngongo Avondayolo ou quelqu'un d'autre ou Chantal qui pilote l'État du Cameroun, ne sachant pas si c'est Paul Biya lui-même, on commençait à reculer et ça fait que les actions, les obligations, les titres financiers de l'État du Cameroun ont perdu en valeur en quelques jours. Ils ont perdu 5 à 10 points. En quelques jours, rien qu'à cause de ces inquiétudes-là, parce que personne ne veut mettre son argent dans un circuit économique dont il ne voit pas la finalité. Les gens veulent mettre leur argent quelque part où ils savent que dans 8 mois, dans 6 mois, dans 1 an, voici le cap du Cameroun, voilà, le président est ici, il a mis tel ou tel politique, etc., etc., pendant que vous êtes en train de dire aux Camerounais de ne pas du tout questionner là où Paul Biya se trouve. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est donc ça le vrai sujet qui a été mis sur la table. Et on voit énormément dans les réseaux sociaux, sur Facebook, ailleurs, les gens orienter les questions plutôt vers le prisme de la tribu, les gens orienter les questions plutôt vers l'ethnie. Le tribalisme n'existe pas en soi, ou du moins le tribalisme, on peut le contenir. C'est-à-dire, on peut le contenir. C'est-à-dire, ce qu'on appelle tribalisme au quotidien, c'est la petite molécule de pseudo-chauvinisme qu'on retrouve dans chacune des familles où quelqu'un veut dire, ah, nous les Douala, on est, nous les Sawa, on est, nous les, bon, la petite crânerie et le petit chambrage que les Camerounais se livrent les uns les autres tous les jours, ça, c'est pas le tribalisme. Et encore, quand même, là-bas, il ne faut pas exagérer. Là, c'est une sorte de fierté mal placée, certes, mais là encore, c'est plus ou moins, comment dire, ça peut encore se gérer, on peut encore le contenir en mode plaisanterie, en insistant que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Voilà, donc ça c'est ce que les Camerounais font tous les jours, et après tu les retrouves auprès d'un poisson brisé, tu les retrouves dans la chambre en train de faire les papés et les mamans. Là, ça va. Et c'est pour ça, vous voyez beaucoup de gens vous dire que bon, le tribalisme, c'est seulement dans les réseaux sociaux. Quand vous entrez dans la vraie vie, vous voyez les gens gagnent ensemble. Là, ce n'est pas le tribalisme. Et c'est pour ça que dans le thème que j'ai mis aujourd'hui, j'ai parlé du tribalisme d'État. Là-bas, c'est un autre level. Là-bas, c'est totalement autre chose. Là-bas, c'est une perfidie réelle. Là-bas, c'est un cannibalisme réel. Là-bas, c'est une cruauté, une barbarie réelle qui existe et qui crée énormément de dégâts et qui tient ses sources depuis l'époque coloniale. Ce tribalisme-là, lui, il est vrai. Il est très dangereux. Il est violent. Il est farouche. Il est barbare. Parce que il concerne le pouvoir où
et il concerne plus exactement la mangeoire dans laquelle vous retrouvez principalement les biéistes. Et eux, ne voulant pas perdre le pouvoir, instrumentalisent donc le volet tribal et c'est ce qui nous donne le tribalisme d'État auquel je fais allusion actuellement. Donc, c'est pour ça que quand tu vas écrire sur Facebook où est Paul Biya, il y a des gens qui te répondent « Bamileke ne sera jamais président ». La question que tu as posée n'a pourtant rien à voir avec l'ethnie. La question que tu as posée se base sur la disposition constitutionnelle qui consacre la capitale Yaoundé comme le siège des institutions. Et qui dit donc cette constitution, qui dit à Paul Biya, tu n'as pas le droit d'être hors du Cameroun pendant autant de temps si ton séjour n'est pas justifié. Tu n'as pas le droit de parler d'hôpitaux de référence si toi tu ne te fais pas soigner là-bas. Si toi on te voit à chaque fois que tu es malade, tu es à l'étranger, tu n'as pas le droit de, de refuser aux Camerounais les privilèges dont toi tu jouis. Si tu sais ce qui est bon pour Brenda, pour Junior, tu les mets dans de grands hôtels, tu les mets dans un cadre luxueux, tu les mets dans de bons hôpitaux, ils ont énormément d'argent de poche tout en ne travaillant pas. Normalement, ça veut dire que tu sais ce qui est bien pour les enfants, pour la génération à venir. Tu es donc tenu aussi de garantir aux Camerounais les mêmes facilités quotidiennes. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'ennemi, ça n'a rien à voir avec la tribu, ça n'a rien à voir avec les origines. Mais vous voyez, les origines, mais vous est posée sur la table dans l'État du Cameroun. Les gens vous disent Bamileke ne sera jamais président. Comme Tova rester à Baham, les Kam talibans, voilà. C'est-à-dire, vous vous posez les questions, où est le rapport, où est le lien? Est-ce qu'on a besoin que Kamto ne soit pas président, que Kamto soit président pour dire que il n'est pas normal pour un président de passer autant de temps à l'étranger? C'est le seul pays au monde en 2024 qui ne sait pas si son président est en vie ou s'il est mort. Le seul pays au monde, sur plus de 200 pays, auprès de 200 pays répertoriés à l'ONU, c'est le seul pays au monde qui n'a pas vu son président, c'est-à-dire vu son président à l'œil nu depuis 2 mois. Comment vous voulez que des Camerounais normalement constitués se réjouissent de cela? Et la question, malheureusement, est tribalisée quand elle vient au devant de la scène parce que les gens veulent occulter la réalité d'une violation évidente par Paul Biya. Et le fait que si les Camerounais critiquent Paul Biya, ce n'est pas parce qu'ils veulent le pouvoir à tout prix, c'est parce que Paul Biya viole la Constitution à tout prix, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, et que pour détourner justement la question, il vous oriente sur autre chose. C'est ce qu'on a également avec son gouvernement, les Yatanganji, les Vodayolo, les Ngongo, des gens qui violent les textes que les Camerounais ont pourtant approuvés en tant que loi fondamentale. Et quand vous voulez construire ce Cameroun de demain, les mêmes qui vous parlent d'émergence, c'est-à-dire imaginez, Yatanganji viole la loi de 2012 sur le fonctionnement des LECAM qui dit que les LECAM doivent rester séparés du pouvoir exécutif. Vous venez, vous êtes Camerounais et vous dites « Attends, je viens de violer la loi, l'article 5 de la loi du fonctionnement des LECAM, la loi de 2012. » Quelqu'un qui vous parle pourtant d'émergence en 2035, au lieu de se réjouir que vous, son compatriote, vous avez questionné le mépris d'une loi parce que vous voulez que désormais pour vos enfants, pour nos enfants qui vont naître, on ait un Cameroun qui respecte les lois, au lieu de se réjouir donc vous participez de cette construction nationale, lui il vient, il tribalise le débat. Et le même vous dit dans la même phrase que laissez Paul Biya va nous conduire à l'émergence en 2035. Est-ce qu'on va arriver à l'émergence en 2035 ou à l'émergence même un jour si quelqu'un méprise autant les textes de loi et si on n'a même pas la possibilité de s'indigner contre le mépris des textes de loi? C'est là que intervient la véritable définition du patriotisme et que j'expliquais donc il y a un instant en disant elle n'a rien à voir avec le chauvinisme idiot que les gens agitent tous azimuts en vous faisant croire qu'ils sont patriotes. Ce n'est pas du patriotisme du tout. Donc, nous parlons donc aujourd'hui du tribalisme d'État qui, lui, n'existe pas que dans les réseaux sociaux. Il existe dans la réalité camerounaise, c'est-à-dire il existe au quotidien, il existe depuis les années d'indépendance, il a été orienté vers plusieurs tribus ou plusieurs groupes en fonction des intérêts, parce que c'est un tribalisme qui n'est pas le souci de rester au pouvoir. Et donc aujourd'hui, puisque celui qui menace davantage le pouvoir de Paul Biya est un Bamileke, Maurice Kamto, le tribalisme d'État en 2024 au Cameroun est orienté sur les Bamileke. Nous allons voir comment à l'époque coloniale, il était orienté vers tout ce qui voulait justement, l'émancipation réelle du peuple camerounais, les Bani Bassa,
Il a été orienté ensuite par, sur les anglophones à l'époque des années de braise des années 90 avec Nigel Fronzi, c'est-à-dire c'est les anglophones qui sont devenus le principal fléau du pays. Il est revenu sur les Bamileke avec Maurice Kamto qui est maintenant la figure de pro de la contestation contre Biya et ainsi de suite. Mais depuis l'époque coloniale, il y a eu toujours une sorte de fil conducteur orienté vers les populations des Grassfield, vers les populations dites résistantes, dites, rebelles, etc., etc. Et nous allons développer ça ici au moyen notamment des discours de Jean Lamberton qui officiait donc pour le compte de la France sur le territoire camerounais. Je persiste pour tous ceux qui viennent de nous retrouver que ici nous parlons d'histoire, ici nous parlons de faits. Ici je ne donne pas des a priori, ici c'est pas le délire. Ceux qui veulent apprendre vont apprendre, ceux qui ne veulent pas et qui sont dérangés parce qu'on va déconstruire leur tribalisme, tant pis pour eux. Mais comme j'ai dit, je ne supprimerai aucun commentaire et vous verrez dans les commentaires comment les tribalistes, pour prouver qu'ils ne sont pas tribalistes, feront preuve de tribalisme dans les commentaires. Donc le tribalisme d'État, comme j'ai dit, le tribalisme d'État, lui, il existe. Le tribalisme d'État ne se limite pas sur Facebook ou sur TikTok. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas dire que non, les Camerounais gagnent ensemble et font semblant d'être tribalistes dans les réseaux sociaux. Non. Les Camerounais, en ce qui concerne le tribalisme d'État, souffre véritablement du tribalisme d'État. Et actuellement, le tribalisme d'État est orienté vers la tribu de l'opposant principal à Paul Biya, qui est Maurice Kamto. C'est donc un tribalisme orienté sur les Bamileke en 2024. Si Nigel Fronzi ou Joshua Oshie avaient encore de ces superbes comme à l'époque, le tribalisme d'État serait orienté vers les anglophones. On serait en train de leur trouver tout type de défauts, d'expliquer comment ils veulent détruire le Cameroun, d'expliquer comment ils voulaient même la sécession, etc., etc. Comme aujourd'hui, la contestation SDF s'est un peu amenuisée. Aujourd'hui, même les ambazoniens font plus leur propre pub que le secteur politique avec le SDF. Donc voilà, si c'était encore le SDF des années Nigel Fronzi, si c'était encore Nigel Fronzi ou Joshua Oshie qu'on a signé à résidence, comme on a signé à résidence Nigel Fronzi en 92, bah aujourd'hui vous entendrez que les anglophones sont le principal problème du Cameroun. Si on était encore à l'époque UPC avec les Bassa et les Bamileke, vous entendrez que c'est les Bassa et les Bamileke le problème du Cameroun. Si vous étiez encore à l'ère coloniale où ils ont eu plus de mal à démanteler le tissu traditionnel dans la région des montagnes que dans la région de la plaine centrale ou de la forêt centrale, vous entendrez justement les colons vous dire que ce sont les Bamileke et les Grassfield le principal problème du Cameroun. Et aujourd'hui donc, comme c'est Maurice Kamto, parce que c'est un tribalisme orienté uniquement sur la conservation du pouvoir, comme c'est Maurice Kamto qui menace de prendre le pouvoir à Paul Biya, les gens que Paul Biya a éduqués à ne pas penser Cameroun et à penser uniquement tribu, ethnie, ces gens-là se sentent effrayés par la perspective de perdre leur pouvoir et donc dans le narratif, ça devient un problème de Bamileke qui veulent nous prendre notre pouvoir. C'est donc ça, le tribalisme d'État, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et j'insiste, c'est un fait, il est orienté vers la tribu Bamileke. Nous allons décortiquer ici d'où est-ce que cette histoire prend sa source, comment le tribalisme a évolué, comme il s'est orienté sur les tribus et sur des tribus diverses en fonction du calendrier politique, de la météo politique. Nous verrons comment finalement tous les Camerounais, en tout cas le peuple, aspire à la cohésion et comment un petit gang de malfrats à l'intérieur du gouvernement, dans lequel vous retrouvez tout le monde, des Bamileke comme Ganunju Messi, des Bamileke comme Jean Kuete, des Bamileke comme Konchu Chumini, mais qui sont tous des malfrats, des lascars, qui ont détruit le tissu camerounais. Et là, vous retrouvez également des Bolo, des Betty, des Fang, comme des Famundongo, des Joseph Fouona, des Paul Biya, qui ont tout autant détruit le tissu social camerounais, pendant qu'à l'intérieur du peuple camerounais, où vous retrouvez également toutes les tribus, les Bamileke, les Boulous, les gens aspirent à un Cameroun où tout le monde justement part sur la même ligne de départ, où tout le monde justement aspire à une égalité des chances, où tout le monde aspire à une meilleure infrastructure générale dans le cas du Cameroun. Donc voilà. Alors, allons-y. On va d'abord supprimer un commentaire ici. J'ai dit que je ne supprimais pas les commentaires, mais je vais quand même supprimer celui-ci parce que je ne tolère pas les insultes. Donc voilà. Donc, comme
comme je disais, donc nous allons interroger ces causes-là et nous allons voir comment, voilà, le tribalisme était dirigé vers les tribus en fonction des desiderata et de la météo du calendrier politique. Partagez à nouveau ce live s'il vous plaît. Comme je ne lis pas les commentaires, je n'aimerais pas que après il y ait des problèmes de son, donc faites le maximum de tapotage ou envoyez vos roses, vos cadeaux, tous les instruments qui permettent un live d'être contenu. Nous n'en étions qu'à l'introduction de l'introduction. Là maintenant, nous allons pouvoir démarrer sur le volet histoire du Cameroun et voir un peu les tenants et les aboutissants de notre situation actuelle. Le tribalisme d'État, je le répète encore, en 2024 est orienté sur les Bamileke. Je ne dis pas que les Boulos sont méchants et détestent les Bamileke, non. Je dis le tribalisme d'État, c'est-à-dire l'élite au pouvoir, à l'intérieur de laquelle vous trouvez les Boulos, les Bamileke, les Etones, les Ewondo, les Topuri, les Mundang, tout ce que vous voulez. Ceux-là quand même, pour une logique de conservation de pouvoir, orientent leur tribalisme sur une tribu, une communauté précise, avec la complicité de certains ressortissants de cette communauté-là elle-même. Et comme aujourd'hui c'est Maurice Kamto qui incarne le pouvoir, vous avez des Bamileke qui, profitant du système, sont prêts à tribaliser le discours politique parce qu'ils savent que si Maurice Kamto vieillit au pouvoir, il ne va pas tribaliser la distribution des richesses du Cameroun. Il va tabler sur l'équilibre des chances, pas l'équilibre régional, je dis bien l'équilibre des chances en fonction des compétences de chacun. Il va tabler sur le mérite. Et certaines personnes qui, se sont remplies les poches sans pour autant le mériter, savent que avec l'avènement du MRC au pouvoir, ils vont perdre leurs privilèges. Vous avez donc des gens qui sont prêts à se dresser contre les Bamileke pour justement le bien de leur poche et de leur pitance quotidienne. Ça explique pourquoi vous aviez entendu Jean de Dieu Momo comparer à un moment donné les Bamileke aux Juifs et en disant que il leur a exterminé les Juifs parce que les Juifs dérangeaient beaucoup. Une manière de dire. Et c'était chez Ibrahim Chérif sur le plateau d'Actualité Hebdo, quelques instants après qu'il a été nommé ministre délégué à la justice. Vous avez donc ce Jean de Dieu Momo, lui qui est Bamileke, qui vous explique que non, les Bamileke dérangent comme les Juifs dérangeaient en Allemagne et si ça continue, voilà, ils subiront le même sort que les Juifs ont subi. C'est de ça qu'il est question ici. Quand je dis tribalisme d'État, c'est de ces éléments-là que je parle. Et vous voyez, je m'appuie sur des événements qui se sont déroulés, que vous pouvez tous vérifier, et non sur mes ressentis personnels. Ce n'est pas une question de propagande. Donc voilà, le tribalisme d'État est une orientation, c'est un construit social, un construit politique, bien plus qu'un élément naturel. Ce n'est pas une haine avec laquelle on est né, ce n'est pas un ressenti basé sur quoi que ce soit, c'est juste que, bon, si cela vienne, je vais perdre la mangeoire. Même si ce sont mes propres frères, pardon, Kamto ne sera jamais président. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi Kamto ne sera jamais président, il ne peut pas te le dire. C'est-à-dire, selon les lois du Cameroun, Kamto a toute la légitimité d'être candidat, d'être président, d'être ce qu'il veut. Donc, quand quelqu'un te dit Kamto ne sera jamais président, ou un Bamileke ne sera jamais président, comme on peut le voir souvent en commentaire, c'est qu'il oriente volontairement le débat sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le programme politique du MRC. Le programme politique du MRC disponible et visible pour tout le monde montre bien comment les réformes vont profiter à tous les citoyens de ce pays que nous appelons le Cameroun. J'ai souvent l'habitude d'évoquer l'accident de Condé qui s'est passé il y a une dizaine de jours, dans lequel tous les Camerounais qui étaient à bord sont morts, qu'ils soient Bamileke, qu'ils soient Betty, qu'ils soient Boulot, qu'ils soient du MRC, qu'ils soient du RDPC, tout le monde logé à la même enseigne, justement, a perdu la vie. Et donc, il est important de rappeler aux Camerounais que ce n'est pas une histoire de tribu, mais le tribalisme d'État pour empêcher donc qu'on parle de programme politique, pour empêcher qu'on parle de l'avenir du Cameroun réellement, lui, il oriente tout sur la tribu. Et ça nous amène à la situation actuelle où les Bamileke, sous le prisme du tribalisme d'État, sont devenus le principal problème du Cameroun. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça a un quelconque rapport avec le réel? Bien sûr que non. Et voilà. Donc on va y aller. Je répète que je ne lirai pas les commentaires, donc que soit ce que vous écrivez, vous allez apprendre, que vous le vouliez ou non. Je suis tombé tout à l'heure furtivement sur quelqu'un qui insultait, ça j'ai enlevé, on n'insulte pas sur mon propre panel, si vous pouvez délirer autant que vous voulez, mais vous allez apprendre. Comme j'ai dit, je n'en étais qu'à l'introduction. Les plus malins prendront un stylo et ils relèveront parce qu'on va apprendre énormément de choses. Je pense qu'on n'avait même pas idée de tout ce que nous allons apprendre dans un instant. Lorsque les Allemands
Si on peut donc commencer pour de vrai, lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, le Cameroun est en fait qu'un assemblage de petits villages. Lorsque le traité germano-douala est signé le 12 juillet 84, si un ensemble de petits villages, moins d'une dizaine de villages, on parle même de 8 villages qui sont dans l'agglomération immédiate, en tout cas dans la proximité immédiate de la côte. Et certains villages sont distants de cette zone-là de 80, 50, 80 voire 100 kilomètres. Donc, ce qu'on appelle le Cameroun, c'est simplement la région côtière autour du fief des chefs Douala, les chefs Pondo Dika et Ndumba Lobe, avec qui les Allemands signent le traité germano-douala en 1884. C'est ça le Cameroun à l'époque. Et les Allemands vont peu à peu faire reculer ce qu'ils vont trouver là. Et ils vont s'emparer des côtes. Ils vont exécuter les contestataires, parmi lesquels Martin-Paul Samba et Douala Mangabel. Et vous voyez bien, Martin-Paul Samba n'est pas Bamileke, Douala Mangabel n'est pas Bamileke. Le colon a d'abord exterminé, le colon a commencé à exterminer tous les résistants. Quelles que soient tes origines, quand tu étais résistant, tu étais candidat à la mort. Donc, les Allemands, ils arrivent, ils signent ce qu'ils appellent des traités de protection, des Schutzverträge, comme on dit en Allemagne. C'est-à-dire des Schutzverträge, et le Cameroun devient donc un Schutzgebiet, c'est-à-dire un territoire sous protection, un protectorat allemand. Sauf que, Mabangama Bono, alias Martin-Paul Samba, ou encore Douala Mangabel, qui ont cru naïvement, qui ont même étudié et travaillé avec les Allemands, qui ont fait des voyages en Allemagne, qui sont formés là-bas, ont cru naïvement que c'était vraiment une logique de protection, tout en laissant aux Camerounais, aux autochtones, en tout cas. À cette époque, on pouvait vraiment parler d'autochtones, vu que c'est les blancs et les noirs, c'est pas, voilà, c'est pas le même paradigme culturel. Eux, ils sont vraiment des étrangers sur nos terres. Martin-Paul Samba, Douala Mangabel, chacun de son côté, réalise que les Allemands les ont mis dans un traquenard. C'est une entourloupe. Les Allemands, en fait, se sont accaparés le Cameroun. Ils ont repoussé ils se sont emparés des meilleures régions, les régions côtières, au bord de la mer, il y a le poisson, il y a un tas de bonnes choses, il y a le vouri, il y a une possibilité d'asseoir une économie dont ils vont profiter, et ils font donc reculer les autochtones dans l'Interland. Il faut dire ça, Ilimbilobe, que les premiers à les avoir chassés là-bas, ce ne sont pas les Camerounais, ce sont les Allemands. Pourquoi on parle de New Bell? C'est le nouveau Bell, dans le nouveau quartier qu'on a fait, parce que au départ, les rois Aqua et Belle sont au bord de l'eau. Mais on les chasse, on les fait reculer un peu plus, on s'accapare des régions qui deviendront plus tard les régions portuaires et industrielles d'aujourd'hui. Et on se retrouve avec un New Belle parce que l'ancien Belle a été pris par les étrangers. À ce moment-là, j'aimerais bien qu'Elimbi Lobe revienne sur les tenants et les aboutissants et se plaigne des Allemands qui ont pris les terres au Cameroun. Parce qu'à l'époque, des gens vaillants, des gens désireux de l'indépendance du Cameroun et de ne pas désireux de ne pas laisser le Cameroun être noyé dans le contrôle allemand, eux, ils décident de contester et se font assassiner, exécuter. On les accuse de haute trahison. Vous imaginez, haute trahison, parce qu'ils ont travaillé pour les Allemands, ils ont envoyé énormément de lettres, Douala Mangabel, énormément de lettres, par exemple, à la couronne allemande en disant que mais attendez, les contrats que vous avez signés et les attitudes que nous voyons sur le terrain des gouverneurs allemands, il y a une discordance dedans parce que là on est traité comme des moins que rien, on n'a pas de droit sur nos propres terres, ce n'est pas ce qui était prévu. À un moment donné, ces gens finissent par faire volte-face et par réaliser que non, il vaut mieux se battre pour son peuple contre l'occupant colonial et c'est ce qu'ils décident de faire. Qu'est-ce que les Allemands ont en réaction? Les Allemands les exécutent. On était en 1914, le 8 août, avant que les Français n'arrivent parmi les assassinats les plus connus. Enfin, je dis assassinat parce qu'on dit exécution comme si c'était un cadre légal d'un criminel en série qui mérite la mort. Non, c'est des nationalistes qui défendent le pays et vous voyez, ce ne sont pas des Bamileke. Le tribalisme est orienté vers tout ce qui, à l'époque, s'indigne contre l'empire colonial. Comme, c'est pas parce que c'était pas des Bamileke qu'ils ne les ont pas tués. D'où que tu venais, si tu t'ériges contre l'empire colonial, tu te fais massacrer. Et c'est ce que les Allemands font donc contre Adolphe Ngosodine, contre Martin-Paul Samba, contre Douala Mangabel, etc. Le colon a diabolisé de facto tous les résistants. La tribu ne va intervenir dans la foulée que comme prétexte, notamment avec les Français qui vont chasser les Allemands.
C'est-à-dire les Français débarquent et disent aux Allemands, vous avez perdu la guerre, foutez le camp. Les Allemands perdent la guerre de 14-18 contre les Allemands perdent la guerre contre les Français et leurs alliés. Et donc, les Français arrivent dans le traité de Versailles, créent la Société des Nations, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, et la Société des Nations donne justement cette région qu'on appelle Cameroun, qui s'est considérablement agrandie, qui va considérablement s'agrandir aussi, qui va beaucoup évoluer, mais en tout cas cette région-là qu'on appelle Cameroun, si vous voulez, dans la SDN la confère, la confie à deux puissances que sont la Grande-Bretagne et la France dans ce qu'on appelle le condominium. Le condominium signifie que deux pays dirigent, exercent le contrôle sur une région dont se partage la région en deux. La France avait la plus grande partie, l'Angleterre avait une partie moindre, qui va être plus tard décliné en Southern et Northern Cameroon. Bref, on refera l'histoire de la République fédérale sous d'autres horizons. Bon voilà, le condominium franco-britannique fait donc que les colons qui nous gèrent maintenant, ce sont les colons français, et ceux qui gèrent la partie dans laquelle nous habitons majoritairement aujourd'hui, ce sont les colons français. Et ce sont ces colons-là qui, de fort belle manière, vont instaurer le construit tribaliste en l'orientant sur les Bamilékés. C'est-à-dire, ils vont stipuler que les Bamilékés sont moins dociles, ils sont plus enclins à leur tradition, et voilà, ils parviennent pour beaucoup à exister économiquement malgré qu'on les ait privés du pouvoir politique. Je répète, ce sont les colons qui au départ fabriquent le construit colonial et qui orientent l'attention sur les Bamilékés, c'est-à-dire c'est eux qui décident un matin que le problème du Cameroun ce sont les Bamilékés. Je vais vous faire part tout à l'heure des grandes lignes de monsieur Jean Lamberton. Une sorte de tête macabre française qui voilà était au commissaire notamment dans la région et qui dit aux Camerounais qu'en fait votre problème ce n'est pas nous les colons qui vous avons mis à genoux, qui vous avons tout près, qui avons assassiné énormément des vôtres. Non, le problème ce sont les Bamilékés, parce que les colons savent que s'ils laissent les Camerounais s'unir, s'ils laissent une entité commune, s'ils laissent une coalition de la résistance, ils seront en grande difficulté. Il faudra trouver le moyen de contourner cela, et le meilleur moyen c'est de créer la division en interne. Et comment créer la division? Le bouc émissaire est vite trouvé. Il réside justement dans la partie du Cameroun qui a le moins facilement accepté la colonisation, à savoir les chefferies Bamilékés, les Bamilékés qui, en s'implantant ailleurs dans le Cameroun, auraient soi-disant appris à d'autres Camerounais la résistance. La France n'aime donc pas ça, le colon n'aime donc pas ça, et dont le colon va construire énormément. C'est tout un travail, c'est pas un truc qui a duré 2 jours. Vos attitudes d'aujourd'hui, vos agitations dans les commentaires, vos mièvreries sur Facebook, sur TikTok, prennent leurs racines dans ce que vos parents vous ont appris, qui eux-mêmes ont appris cela de leurs parents, qui eux-mêmes ont appris cela des colons qui étaient sur nos terres et qui ont créé les bons noirs et les mauvais noirs. Un peu comme on va crier, on va dire aux Antillais que ce sont les Africains qui vous ont vendu, donc il faut détester les Africains parce que vous n'êtes même pas Africain. Et tu vas voir un Antillais te dit, moi je suis pas Africain, hein. Or on remonte à quelques générations, il vient du Cameroun, il vient du Mali, il vient du Ghana, il vient du Borno, il vient il vient de l'Afrique du Sud, il vient du Zimbabwe, etc., etc. On crée donc ce construit, cette inimitié artificielle pour amener un peuple à détester un autre. Et c'est de là que ça intervient. Donc les Français vont faire ce que les Allemands ont fait, mais en pire. Les Français vont venir et dire non. Ce sont les Bamilékés, ce n'est pas nous, ce sont les Bamilékés le problème. Le colonel Lamberton va donc dire le Cameroun s'engage, c'était en mars 1960, on venait à peine d'être indépendant. Au lieu qu'il nous laisse tranquille et qu'il nous laisse construire un Cameroun uni, un Cameroun commun, Monsieur Jean Lamberton dit aux Camerounais que non, ne jubilez pas trop vite, vous n'êtes pas un peuple. Il y a un caillot dans la chaussure, il y a quelque chose qui dérange en votre sein. Et il dit donc, dans ses écrits de mars 1960, le Cameroun s'engage vers l'indépendance avec un caillot dans la chaussure. Ce caillot, c'est la présence d'une minorité ethnique que sont les Bamilékés. C'est le franc. C'est-à-dire, ce sont les Français qui, en ayant accepté soi-disant notre indépendance, au lieu donc de nous laisser tranquilles, c'est eux qui viennent encore semer la zizanie à ce moment-là où on veut construire dans ce Cameroun qui va faire, dans le sillage des pays qui accèdent à leur indépendance dans la même période, des pays comme le Maroc, la Tunisie, et qui deviendront plus tard des pays, plus qu'émergents. Aujourd'hui, ce sont des pays semi-développés, pendant que nous, on aspire justement à un construit social solide. Sur les mêmes bases, la France vient dans le sillage
des pays qui accèdent à leur indépendance dans la même période, des pays comme le Maroc, la Tunisie, et qui deviendront plus tard des pays, plus qu'émergents. Aujourd'hui, ce sont des pays semi-développés, pendant que nous, on aspire justement à un construit social solide. Sur les mêmes bases, la France vient laisser, elle, un caillou dans la chaussure. C'est la France le caillou dans la chaussure, mais la France désigne un caillou dans la chaussure. La France vient nous dire que nous avons un caillou dans la chaussure, c'est le peuple bamileke. Comme si quelqu'un vient chez nous, il voit bien qu'on est en train de rigoler, il voit bien que tout va bien, mais il dit, hey, attention, il y a un traître parmi vous qui vous veut du mal, il y a un caillou dans la chaussure. Or, quand on regarde l'histoire contemporaine, on voit que c'est plutôt celui qui vient nous prévenir, soi-disant. C'est plutôt lui qui nous a mis, justement, dans ce marasme-là, qui a éliminé les nôtres, qui a injecté le napalm, qui a exécuté nos frères, qui a canardé, incendié des villages, exécuté, violé des femmes, etc., etc. Mais c'est lui qui vient, on a inculqué dans l'esprit des gens, c'est le aide à détester, c'est la détestation voulue. Quand on dit phobie, c'est vraiment la peur. On a créé, souvent on dit xénophobie, la haine des étrangers, non. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui... la haine des étrangers, c'est une mauvaise définition, parce que phobie, ça vient de phobos, phobia, qui veut dire la peur. Je ne pense pas que quelqu'un ait peur des étrangers. Dans le cas des pays européens, par exemple, xénophobie, ça veut sembler... xénophobie, c'est pas vraiment de la xénophobie. Et ils détestent les étrangers, des gens comme Zemmour, des gens... Mais dans le cas du Cameroun, c'est vraiment la bamiphobie que le colon a créé, c'est-à-dire la peur du Bamileke. Ce n'est pas une haine qu'il a créée, c'est la peur en disant méfiez-vous de cela, ne faites jamais coalition avec eux, ne conjuguez rien avec eux, c'est une entité, il n'y a pas, c'est un caillou dans la chaussure. Et qu'est-ce qu'on fait du caillou dans la chaussure? Normalement, on s'en débarrasse, on le jette. Ça débouche non à des incongruités que vous avez vues. Avant qu'on devienne plus en détail dans le discours de Lamberton, et vous allez voir, c'est proprement effrayant, ça débouche donc à des choses sans queue ni tête. Oh, vous avez vu, nous étions en 2017, la statue d'une femme, soi-disant militante de je ne sais quoi, à Douala, elle s'appelle Sylvie Blocher, une artiste de je ne sais même pas, artiste de Médeux. Elle arrive à Douala et elle dit que voilà, pour la solidarité du peuple camerounais, blabla, elle prend une photo d'elle, qu'elle imprime une énorme pancarte, elle veut qu'on érige ça en plein centre-ville à Douala, et vous avez les chefs traditionnels, soi-disant des chefs traditionnels qui partent bénir justement cette pancarte-là, cette pancarte absurde. Comment on est complexé par le blanc? Comment on est prêt à vendre nos propres traditions parce que ce sont des blancs qui viennent? Elle vient avec des motifs qui ne convainquent personne. Je ne sais vraiment pas à quoi ça servait. Tapez sur Google Sylvie Blocher, vous allez vous en souvenir. Et elle vient... Elle présente ça là, vous voyez, des chefs qui viennent avec leurs éventails, qui viennent bénir, qui viennent dire oui, la fraternité, l'amitié. Les mêmes chefs, quand et ça m'a André Blaise a voulu ériger la statue de John Gofoncha, ils n'ont pas voulu de la statue de John Gofoncha, qui lui est camerounais. Ils ont demandé qu'ils aillent faire ça là-bas, dans la région anglophone ou à l'ouest, si affinité. La police est venue et a démantelé la statue que Issama André Blaise avait placée pour John Gofoncha. Nous étions le 27 décembre 2016. Bon, la détestation, ce que le colon nous a appris, ce que le colon nous a mis, ce que le colon nous a mis en tête, de détester l'autre et de l'aimer, lui, le colon, alors que c'est lui qui nous fait du mal. C'est donc ce qui s'est matérialisé sous vos yeux. Je vous ai dit que nous allons parler énormément de faits aujourd'hui. Ceux qui insultent en commentaire peuvent insulter, je ne m'encombre pas de ça, les faits sont clairs. Le 27 décembre 2016, et ça m'a vient avec la statue de John Gofoncha. Les gens de Douala, les frères des Limbilob et les autochtones refusent. Ils disent que non, on ne veut pas. La police vient, elle intervient, elle démantèle la statue de John Gofoncha. Et quel est l'argument énoncé? On n'a pas demandé la permission aux autorités, on n'a plus l'aval, et en plus, pourquoi c'est pas un autochtone qu'on va mettre ici? Est-ce que la zone anglophone est finie? Est-ce qu'il n'y a pas d'endroit là-bas pour mettre la statue de John Gofoncha, etc. John Gofoncha n'est pas un saint, c'est pas une figure, c'est pas Omniobe ou Félix Moumier ou Cindy Afana ou Ernest Wangé, non, mais c'est quand même une grande figure de l'histoire du Cameroun, et si je dois choisir, mais facilement, et je n'hésite pas une seconde, c'est évidemment la statue de John Gofoncha que je mène n'importe où au Cameroun, plutôt que la statue d'une femme que personne ne connaît ni en France ni nulle part dans le monde, Sylvie Blocher, et qui est carrément bénie par les chefs traditionnels, dont nous sommes habités, même nos chefs soi-disant traditionnels, par une facilité à détester notre frère et à aimer le colon, et c'est exactement ce que le colon voulait. Les mêmes qui vont par exemple insulter en commentaire ou qui vont insulter, qui vont proférer des insultes en commentaire, les mêmes
si c'est un Européen ou s'ils sont en Occident, vont réclamer l'amour, vont être doux, vont être dociles par complexe colonial, par haine apprise, par imbécilité enseignée. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail historique et je prenais ces trois exemples pour que vous voyez que quand on dit voilà le tribalisme d'État ou la haine de l'autre, c'est simplement l'observation de notre quotidien. Et maintenant, on peut justement revenir aux sources de tout ça là. Quand je parle par exemple du colonel Lamberton, qui nous apprend à détester les nôtres, à aimer les autres, au point où on perd même la tête, on ne sait même plus ce qu'on veut exactement. Le même, et ça m'avait démantelé la statue du général Leclerc. C'est-à-dire, on l'a mis en prison plusieurs parce que il a démantelé la statue du général Leclerc. Et ça m'estime que Leclerc est venu, il a pris des gens au Cameroun qui sont allés mourir pour la France en 1940. Le colonel Philippe Leclerc de Haute-Cloque, autoproclamé général, au point où vous avez des lycées qui ont son nom actuellement au Cameroun. Et ça m'estime que ce n'est pas pertinent. Voilà un colon qui vient, il nous amène dans les guerres tribales européennes, là où les Européens ont leurs problèmes entre eux, et les Européens ont leurs petits conflits de voisinage, leurs conflits ethnico-tribaux. Ça les regarde, mais Leclerc vient nous prendre, on part mourir pour lui, à Marseille, à Toulon, à Bir, à Caïm, partout, on part mourir pour la France. Maintenant, quand les troupes qu'on a amené défendre la France, quand elles revendiquent leur salaire après, les Français les assassinent, les Français les fusillent massivement, comme ce fut le cas à Tiaroy au Sénégal en 1944, et donc Issama André Blaise estime que ça n'a pas de sens que le même Leclerc soit célébré au Cameroun. Il faut que ce soit des Omniobé, des Ernest Wandier qu'on va célébrer au Cameroun. Il arrache dans la tête de Leclerc qui est Douala dans les beaux quartiers et en plus. Plusieurs fois, il se retrouve en prison. Destruction de biens publics. Madre mia. Dont la tête du général Leclerc est un bien public au Cameroun. Un colon dont la tête d'Adolf Hitler est un bien public à Berlin. Vous voyez dans là où la perfidie et le tribalisme d'État nous entraînent. Nous aimons énormément le bourreau. Quand c'est le colon, on dit c'est les biens publics et on enferme celui qui a enlevé. Mais quand c'est notre frère camerounais, on dit que non, il n'est pas autochtone de la région, il fait quoi là? Bon, je peux donc poser les questions. Est-ce que Philippe Leclerc de Haute-Cloque est né à Bonapriso? Est-ce qu'il est né à Bonanjo? Est-ce qu'il a une ascendance quelconque qui vient du Cameroun? Pas du tout. Mais d'où vient la facilité donc des Camerounais à accepter que la statue de Leclerc, qui nous a entraînés à la mort en 1940, soit érigée en plein centre-ville de la plus grande ville du pays, Douala, pendant que justement on a nos frères dont on refuse qu'ils soient justement présents là. Et donc ça vient d'où le fait que Leclerc soit accepté, que Sylvie Blocher soit accepté, mais que John Goufoncha par exemple soit rejeté. Ça vient du fait que le colonel Jean Lamberton, depuis les années 60, nous explique que non, le problème c'est pas les colons. Le problème c'est ceux qui à l'intérieur de vous ont résisté. Dans ces régions-là qu'on appelle les régions anglo-bami ou les régions bami-bassa, c'est ceux-là qui, justement, sont un problème. C'est ceux-là qui vous dérangent. Et en première ligne, c'est principalement les bamileke. Donc, quand le colonel Lamberton rédige dans on va appeler ça ses mémoires, en 1960, voilà ce qu'il nous dit. Le Cameroun, attachez bien vos ceintures, ça ne va pas être agréable à écouter, non mais vraiment. Il nous dit le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. Voilà, un caillou bien gênant. On est indépendant, on est un peuple. Toi, tu nous dis qu'il y a un caillou en notre sein, un caillou gênant en plus. Ça te gêne en quoi? Est-ce que les Bamileke sont arrivés à Paris et ont gêné Monsieur Jean Lamberton? Non. C'est lui qui est venu au Cameroun, personne ne l'a invité, c'est lui qui est venu là. C'est lui qui est venu administrer le Cameroun, lui et sa bande. C'est eux qui ont pris le Cameroun et ont exercé un condominium avec la Grande-Bretagne et qui nous ont mis sous tutelle. C'est eux qui nous ont mis privés de liberté. On dit le Cameroun n'a jamais été colonisé, c'est du blabla. Appelez ça comme vous voulez. Dans la pratique, c'était de la colonisation. Vous parlez français, vous avez des noms français, votre système éducatif est français, c'est les maisons d'édition françaises. La maison Atier, la maison Hachette, c'est les éditeurs français qui choisissent vos livres. Vos présidents disent qu'il est le meilleur ami de la France. Votre président du Sénat se fait soigner à Paris. Votre président lui-même se fait soigner à Paris. Et en fait, vous êtes vous êtes français des pieds à la tête. Il manque la peau et le titre de séjour et le passeport qui manque. Sinon, vous êtes français des pieds à la tête et vous dites qu'on n'a pas été colonisé par la France. Bien sûr que si.
c'est-à-dire totalement. Sur le plan juridique, non, on n'était pas une colonie, mais dans la manière d'administrer, citez-moi quelle est la différence entre ce que le Cameroun a subi sous la France et ce que les pays qui étaient des colonies françaises ont subi. Factuellement, nous étions des colonies. Mais après nous avoir massacrés comme ça, Jean Lamberton, lui, il nous dit que non, le caillou bien gênant, le vrai problème du Cameroun, c'est un caillou bien gênant, et il désigne ce caillou bien gênant dont il dit, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, quand vous fustigez les Bamileke, parce que vous avez peur que Maurice Kamtoki Bamileke va prendre le pouvoir, il va donc éjecter tous les boulots du pouvoir, parce que c'est ça qui est dans vos têtes, comme vous ne réfléchissez pas, c'est comme ça que vous voyez la chose, il va venir prendre votre gâteau national, et vous n'aurez plus rien, et donc, plutôt que de regarder le programme politique, vous êtes fermés comme des idiots, et vous focalisez sur les Bamileke, les talibans, lesquels ne sera jamais prêt. Vous n'êtes plus lucide. C'est aussi la position de Lamberton quand il voyait que si le Cameroun fait une coalition de résistance, la France va perdre ses intérêts. Donc il vaut mieux semer la zizanie à l'intérieur, un peu comme un homme qui veut que ses deux co-épouses ne s'entendent pas, ça lui permet lui d'avoir la paix parce que les deux vont continuer de se battre pour lui. Si les deux s'entendent, il a du souci à se faire parce qu'elles peuvent coaliser contre lui. Bon, c'est ce que Lamberton nous dit, et on est en mars 1960. Vous allez voir comment, à la fin de ce discours, ça va entraîner des massacres incroyables comme l'incendie du marché Congo qui va intervenir quelques semaines après. On est en avril 1960. Mais finissons d'abord avec le discours de Lamberton. Il nous dit donc que le Cameroun s'engage avec le caillou dans la chaussure, et le caillou c'est la présence des Bamileke, et il ajoute que bon, oui, sans doute le Cameroun est désormais libre de suivre une politique à sa guise et les problèmes des Bamileke, le problème Bamileke sont du ressort du gouvernement, mais la France ne saurait s'en désintéresser. Qu'est-ce qu'on apprend de ce que Lamberton nous dit à cet endroit? Il nous dit, il insiste d'abord qu'il y a un problème Bamileke et il dit que bon, je reconnais que c'est le ressort du gouvernement, donc c'est le gouvernement qui va gérer. C'est dit Amadou Eidjo, que mon ami, toi, tu vas gérer, je te confie la gestion de ce problème Bamileke, la neutralise. En fait, il insiste, il persiste et signe. Et à l'époque, on écoute beaucoup les colons. Amadou Eidjo aime énormément les colons. Il aime le général de Gaulle. Tout s'est parrainé depuis Paris par les cabinets du général de Gaulle. Et donc, Amadou Eidjo, justement, intériorise cette façon de voir qui est plus tard dans la foulée enseignée, il y a nos parents enseignés à une génération avant nous pour orienter justement la détestation, non pas sur le plan politique de la contestation du colon qui est le vrai envahisseur, mais sur le plan tribal de la délégitimation d'un peuple frère, qui est le même peuple que nous, qui a les mêmes souffrances que nous. Et Lamberton ajoute que, mais la France ne saurait s'en désintéresser. Donc Lamberton dit, c'est vrai même que c'est le gouvernement qui doit gérer ça, mais nous, la France, là, on ne va pas lâcher. Vous voyez, ce n'est pas Wilfried Ekanga qui dit, c'est Lamberton qui dit la France ne saurait s'en désintéresser. Donc la France va continuer à vous expliquer que votre problème, c'est les Bamileke. Votre problème, ce n'est pas la France. Votre problème, ce sont les autres. C'est-à-dire, c'est le caillou dans la chaussure dont nous parlons, le fameux caillou bien gênant. C'est justement ces Bamileke là et nous là. Tant que nous serons présents, on ne va pas vous lâcher, on ne va pas lâcher prise à ce niveau. Vous allez comprendre de gré ou de force que votre problème s'appelle les Bamileke. Donc voilà, la France affirme clairement qu'elle ne va pas laisser les révolutionnaires empêcher les soumis de protéger ses intérêts. Les soumis, c'est ceux qui, avec Aïdjo et tous ses réseaux, et avec justement les régions du Cameroun que la France a pu conquérir docilement, voilà, eux ils sont enclins, ils sont plus dociles, ils sont plus enclins à protéger les intérêts de la métropole. Mais la France constate qu'elle a davantage de résistants dans les régions des montagnes. Et elle dit que ben voilà, nous on va rester là, on va quand même pas lâcher nos intérêts, on ne va pas. C'est ça donc que Mongo Betty écrit dans son livre Mamba sur le Cameroun. Le livre pareil en 72. Dans le livre, Mongo Betty fait comprendre que les Français, justement, sont les véritables pilleurs, les véritables voleurs. Il écrit le livre. Mais vous avez cet imbécile de Ferdinand Oyonnax. Je dis bien imbécile parce que c'est de l'imbécilité. Le ministre de la soi-disant culture qui préfère obéir à la France et signer l'acte d'exil, interdire la diffusion du livre de Mongo Betty au Cameroun. Le livre est déclaré illégal. Mongo Betty est déclaré persona non grata. Il doit fuir le pays. Vous avez donc un Camerounais et Mongo Betty n'est pas Bamileke. Mongo Betty, Alexandre Biyidi Awala, de son vrai nom, il est né à Akometam. C'est un bantou, c'est un fang, c'est un ékang, si vous voulez. Il se fait appeler Mongo Betty, l'enfant des Betty, il avait plusieurs noms, Esaboto, Mongo Betty, bref, tout ce que vous voulez. Il écrit donc, ouvrez vos yeux, c'est la France qui pille les ressources du pays.
Ce n'est pas une question de Bamileke, ce n'est pas une question de tribu, non. Les Camerounais sont spoliés par la France avec la complicité d'une petite clique au pouvoir dirigée par Ahidjo et par son cercle restreint. Voilà le véritable problème du Cameroun. La France dit au gouvernement d'Ahidjo, chassez-nous ce Mongo Betty là-bas, pour que ça ne fasse pas problème, envoyez-le en France, chez nous, dont on va l'héberger là-bas. Ça fait que nous, on va se présenter comme toujours la patrie des droits de l'homme qui protège les réfugiés, etc., etc. Or, c'est la France qui donne l'ordre, justement, de chasser Mongo Betty de son pays, le Cameroun. Mongo Betty va passer 30 ans en exil parce qu'on ne voulait pas qu'ils mettent justement en lumière les véritables voleurs du Cameroun, que sont les Français. Ils voulaient que le discours continue selon lequel ce sont les Bamileke qui vous prennent tout. Si vous faites le ratio entre ce que la France vous prend, et enfin les Bamileke vous prennent tout, ils amènent ça où? C'est les Camerounais, non? Ils sont au Cameroun. C'est-à-dire, s'il y a un Camerounais millionnaire, tant mieux, je regarde pas sa tribu. S'il y a un Camerounais millionnaire, et voilà. Quand Gano a gagné hier, est-ce qu'il nous a pris une autre victoire? Non. Il a gagné pour le Cameroun. Si un Bamileke est milliardaire, si un Bamileke est prospère quelque part, c'est le Cameroun qui est prospère, tant mieux. Par contre, quand un Français est prospère, c'est pour le compte de la France. Les vrais voleurs sont à Paris. Mongo Betty vous écrit ça, lui, il n'est pas Bamileke, hein. Peut-être qu'on lui a dit à l'époque aussi que ce sont les Bamileke qui l'utilisent. Mongo Betty écrit dans le livre Mamba, la Mamba signifie le vol. Mamba sur le Cameroun, il dit que voilà, c'est-à-dire les Français sont en train de voler les ressources nationales, ouvrez les yeux, faisons front commun contre la France. Non, c'est lui que Oyono envoie à Paris. Ferdinand Oyono dit que non, ton livre là est illégal au Cameroun. Ferdinand Oyono estime que non, Mongo Betty aurait dû dire que c'est les Bamileke le problème. Comment toi, notre frère, tu t'allies avec les Bamileke contre nous? Or, Mongo Betty considère que les Bamileke, comme les Bolo, comme les Mundang, comme les Topuri, sont des Camerounais et qu'il vaut mieux s'allier avec les Bamileke contre le colon, plutôt que de s'allier avec le colon contre les Bamileke. Une simple question de logique. Lui, on l'amène, on l'envoie en diaspora. On l'envoie en France. Et Jean Lamberton, dans ses discours, continue d'insister sur le problème Bamileke. C'est-à-dire le problème Bamileke. Le problème Bamileke. C'est-à-dire en filigrane, dans tout son message, il désigne les Bamileke comme étant un problème. Donc, voilà. Et c'est-à-dire, c'est comment semer la zizanie, on dit le sang, pourrait-on dire. Ensuite, Jean Lamberton, parce que dans son discours, en fait, quand vous relevez les points saillants de son discours, vous hochez la tête, vous dites, ah tiens, c'est donc ça. Lamberton poursuit, il nous dit que bon, si l'on tient pour irréversible une évolution des institutions traditionnelles qui sont la chefferie Bamileke, je relis d'abord la partie là, il dit, si l'on tient pour irréversible une évolution, j'ai pris quelques notes sur son discours là pour ne rien oublier de ce qu'il a dit. Si l'on tient pour irréversible une évolution des institutions traditionnelles qui sonnent le glas de la chefferie Bamileke, en fait Jean Lamberton estime qu'avec le temps les chefferies Bamileke vont être abolies et vont cesser d'exister. Bon, il s'est trompé, vous voyez bien que les chefferies Bamileke existent encore aujourd'hui, mais lui il dit que c'est irréversible. En fait, il souhaite que ce soit démantelé. Et vous voyez bien que c'est le socle traditionnel Bamileke qui a également contribué fortement à leur résistance. Et tout à l'heure, je vous parlerai du discours de soutien à Frondi de Maurice Kamto en 92, après la victoire de Frondi aux élections. Vous allez voir comment Maurice Kamto rappelle justement dans son discours prononcé à Bafoussam cet élément-là en disant « Soyez jaloux de vos traditions, conservez-les parce qu'elles font partie de notre patrimoine culturel ». Maurice Kamto sait que c'est les traditions qui ont permis, l'ancrage traditionnel qui a permis de mieux résister à l'envahisseur colonial, et il présente même que c'est une bonne recette pour continuer de résister. Et vous avez des incultes sur TikTok qui vous disent que Kamto, le France-Africain, etc. Quel est ce France-Africain là qui vous donne la clé de votre résistance? Vous voyez là où l'inculture peut nous mener. Là où des gens qui ne savent rien de leur histoire et qui n'ont rien à dire s'agitent simplement sur TikTok parce qu'ils ont un téléphone entre les mains et qu'ils peuvent ouvrir un panel. Donc, Lamberton estime que la chefferie Bamileke va disparaître. Il dit, si on tient donc pour irréversible une évolution des institutions traditionnelles qui sonnent le glas de la chefferie Bamileke, voilà. Il faut néanmoins constater la vitalité de certaines sociétés. C'est par leur intermédiaire que se répandent aujourd'hui les mots d'ordre de révolte. Il serait imprudent de l'ignorer pour qui cherche à établir l'ordre et à se concilier les esprits. Lamberton dit donc que c'est par les chefferies que les mots d'ordre de révolte naissent. Il ne dit donc pas, contre qui est orientée la révolte. Est-ce que les Bamileke, donc de cette époque, se lèvent et disent que nous n'aimons pas les Mousgoum, nous n'aimons pas les Ewondo, nous n'aimons pas les Eton? Non.
Toutes les révoltes au Cameroun sont des révoltes souverainistes et indépendantistes contre l'occupant colonial. Le seul chibagnard qui tribalise la question, c'est Jean Lamberton et avec lui l'empire colonial français. C'est le seul qui fait ça. C'est le seul qui martèle dans l'esprit des Camerounais sur une question tribale. Toutes les revendications de l'UPC sont basées sur on veut l'indépendance, on veut la réunification. On veut l'autodétermination, on veut être souverain dans notre paradigme politico-social. Toutes les revendications vont dans ce sens-là. Une seule entité pétrie de sorcellerie et obsédée par le discours tribal, c'est la France. Et elle a bien mis ça dans la tête des tenants du pouvoir. Même aujourd'hui, vous voyez, l'attitude est la même, où les biéistes ne vous parlent pas du programme politique. Eux, c'est les Bamileke. Il faut les entendre quand ils prononcent le mot Bamileke. C'est un problème percé. Ils appuient sur le B de devant. Elle est Bamileke. En fait, tu sens la haine dans l'expression. Tu sens le ressenti dans la voix. Tu sens la rancœur. Tu lui poses les questions. Mais moi, là, ta rancœur vient d'où, au fait? On t'a pris un Bamileke, t'as pris ta femme hier. Tu cherches bien celui qui a pris sa femme hier, c'est Ibanda Atangana et Wolo Jean Justin. C'est lui qui a pris sa femme hier. Mais lui, il a un problème sur les Bamileke. Et tu le vois sur TikTok tous les jours en train d'appeler les Bamileke. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon ami? C'est des Camerounais comme un autre. C'est des Camerounais qui doivent t'aimer. Ils ont l'obligation de t'aimer parce que tu es leur concitoyen. Toi aussi, tu dois les aimer. Tu es leur concitoyen. C'est ça la construction nationale. Celui qui a pris ta femme, c'est Ewolo Atangana Jean Justin. Ce n'est pas Kamgeng, Kamge, Kemaju. Non. Donc oriente tes problèmes personnels vers les vrais coupables et laisse les délires tribaux dans un débat politique. Mais ça vient de la tribalisation à outrance du discours politique par la France dans ces années-là, notamment par le colonel Jean Lamberton, qui croise les doigts pour que les chauffeurs Bamileke disparaissent, donc parce qu'il dit que c'est de là que vient le fief de la contestation et à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est par les chauffeuries traditionnelles que les mots d'ordre de révolte, et c'est que quand le chef a parlé chez les Bamileke, je sais pas, supposons quand Soukouju, quand le chef d'une tribu Bamileke a parlé, puisqu'il jouit d'un grand prestige traditionnel, les gens vont suivre ce qu'il dit, et voilà. Et donc, Jean Lamberton se rend compte que les canons ne suffisent pas. Il faut progressivement démanteler la résistance Bamileke. Et c'est à partir de là donc que l'émergence va venir parce que les Bamileke auront détruit justement cette entité quasi sacrée qui fait office de guide spirituel littéralement. Donc voilà. Il dit que la chauffeur Bamileke sera abolie avec le temps. Il indique que c'est ça qui leur pose problème. Et c'est ce que, justement, je vous explique, enfin, c'est ce que je vous explique quand je dis que je vais vous parler plus tard de ce que Maurice Kamto va dire dans son discours en Frondi en 92. C'est des éléments à retenir. Parce que nous avons partagé des panels TikTok avec des imbéciles qui vous ont dit, Kamto le France-Africain, il a tout vendu à la France. Je fais dans ce qu'on appelle une expérience de pensée. Imaginez que Kamto a tout vendu à la France. Kamto va tout vendre à la France quand il va prendre le pouvoir. Bon, ça c'est le blabla. Maintenant, que nous disent les faits? Les faits nous disent que la France se plaint que les traditions sont son plus grand obstacle. C'est Lamberton qui écrit. Ce n'est pas une vue de l'esprit de c'est Lamberton lui-même qui écrit que les chefferies traditionnelles sont l'obstacle à l'implantation coloniale. Maintenant, Kamto, lui, il dit, c'est aussi écrit dans le discours qu'il adresse à Ni John Frondi pour appeler justement les populations à soutenir Ni John Frondi en 92, ça a été publié par Le Messager, le journal Le Messager en 92. Donc ça aussi c'est écrit. Kamto dit là-bas que gardez vos chauffeurs traditionnels, elles vous ont permis de résister contre l'occupant colonial et c'est un mécanisme important de notre identité culturelle pour justement le rayonnement du Cameroun. C'est ce que Kamto écrit dans le discours de 92 et c'est publié dans Le Messager. Les foutriquets, bon, les frégneux qui viennent vous expliquer que Kamto va vendre le pays à la France et ils se basent sur c'est le kio, c'est le chanvre. Et ils se basent sur quoi à part leur inculture? Quand on fait l'expérience de penser, on voit qu'elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. Et aujourd'hui, on est là pour présenter les faits, et rien que les faits dans un souci d'exactitude. Si bien que si aujourd'hui vous vous retrouvez avec monsieur, si vous vous retrouvez avec monsieur Lamberton, vous allez vous rendre compte, vous allez lui dire que mon ami, tu t'es copieusement gouré. C'est-à-dire, tu dis, les chefferies Bamileke seront abolies, elles vont disparaître. Nous voici dans 1960, on est aujourd'hui 64 ans plus tard. Les chefferies Bamileke continuent de tenir. Et voilà, mais par contre, son discours dans la doctrine Lamberton continue d'avoir le vent en poupe et les gens continuent ce discours de stigmatisation. Donc voilà, vous allez voir, je vais revenir dessus en détail tout à l'heure. Vous allez voir comment l'histoire est une sorte de boucle, une sorte de
c'est une idéologie de coopération avec tous les pays du monde, mais une idéologie qui refuse la vassalisation. Et dans ces discours qui sont écrits et que vous pouvez consulter si vous aimez y apprendre, Maurice Kamto précise en lettres, c'est-à-dire en noir et blanc, facile à lire, il précise que il faut maintenir les éléments qui nous ont permis de résister à la colonisation, c'est-à-dire nos traditions. Voilà donc, quel est ce France africain là? La France dit, abolissez vos traditions. Maurice Kamto dit, gardez vos traditions. Vous voyez bien que les deux ne disent pas la même chose. Comment je peux être France-africain alors que je demande le contraire de ce que demande la France? Donc l'inculture, malheureusement, après le pas sur TikTok, et vous avez ces gens-là qui, ne connaissant pas l'histoire, s'agitent beaucoup et sont convaincus des imbécilités qu'ils racontent. Donc voilà. Et plus loin, parce que il a dit beaucoup de choses intéressantes dans son fameux discours, Jean Lamberton, le même, quand on vous dit c'est lui, ça part de là, enfin ça part pas de là, ce jour-là, mais il est l'un des éléments les plus célèbres qui ont enseigné aux Camerounais le tribalisme d'État. Ceux qui nous ont rejoints là tout à l'heure, je reprécise ce que j'ai dit au début, le tribalisme du quotidien où quelqu'un dit nous les doigts là, nous les machins, ça c'est les chambreries du quotidien, le chambrage quotidien, qui ne vous empêche pas d'un dans la chambre, ça c'est clair, ou de manger le poisson braisé ensemble, ou de boire le matango. Par contre, le tribalisme d'État, lui, il est voulu, il est fabriqué par l'élite au pouvoir qui, se sentant menacé par Maurice Kamto, oublie que Maurice Kamto a un programme politique qui va profiter à tout le monde et oriente et appelle justement les Camerounais aussi à orienter leur discours sur le prisme Bamileke et donc le tribalisme d'État en 2024, ça c'est factuel, est orienté sur les Bamileke. Et donc, Monsieur Jean Lamberton, dans sa longue tirade de mars 1960, peu avant l'incendie du marché Congo, qui est d'ailleurs l'une des résultantes de ce discours totalement raciste, totalement haineux que je suis en train de vous évoquer, dont je suis en train de vous évoquer les grandes lignes. Il dit, pour desserrer le carcan des traditions et pour manger à sa faim, le Bamileke se laisse aisément séduire par les promesses de la ville. Douala surtout l'attire, il ne s'y sent pas dépaysé, le quartier sordide et malfamé de Newbell est une succursale du pays natal. Presque toutes les chefferies y entretiennent un représentant du FON et une filiale de leur société, Mamma Mia. En fait, quand vous entendez Elimbi Lobe vous dire qu'il y a trop de Bamileke à Douala, vous avez le même discours ici, le même passage ici de Jean Lamberton qui dit vraiment, c'est-à-dire le Bamileke se laisse séduire par les promesses de la ville. Douala surtout l'attire, il ne s'y sent pas dépaysé. Donc, Douala, quand il dit il ne s'y sent pas dépaysé, c'est-à-dire le Bamileke a créé un nouveau territoire Bamileke en plein Douala. Donc quand il arrive à Douala, il n'est pas dépaysé. Il arrive là parce que comme c'est la ville, voilà, les avantages de la ville l'attirent, mais il réinstalle un monde Bamileke et que c'est un problème. Donc Elimbi Lobe, c'est le colonel Lamberton à la peau noire, parce que c'est le même discours. On vous dit que le tribalisme d'État a été enseigné, inculqué volontairement dans une logique de stigmatisation. Jean Lamberton dit voilà surtout l'attire, voilà le quartier sordide et malfamé de Newbell est une succursale du pays natal. Tout à l'heure, je vous ai dit que Newbell a été créé par la décapitation coloniale, la délocalisation forcée. Le territoire des Belles était le territoire côtier principalement. Ils sont venus où? C'était sur le plateau Jost Douala que Monsieur Gustave Nachtigal a fait flotter le drapeau allemand. Il y a là-bas maintenant les chutes de Nachtigal qui portent le nom de quelqu'un qui est venu chasser les ancêtres d'Elimbi Lobe de son territoire. Je n'ai pas vu Elimbi Lobe aller demander qu'on change le nom du barrage Nachtigal par le fait que Gustave Nachtigal, c'était un bandit qui est venu piéger les Camerounais en faisant croire que nous sommes un Schutzgebiet de l'Allemagne, donc un territoire sous protectorat, alors qu'en fait l'Allemagne venait voler nos terres en poussant les autochtones dans l'Interland et en prenant toutes les bonnes terres au bord de l'eau, toute la périphérie côtière. Donc, et Jean Lamberton, lui, il continue et il dit que voilà, regardez le quartier de Newbell, c'est une succursale du pays natal. Il ne dit pas que nous sommes les premiers, nous les colons, nous les Européens, à avoir chassé et avoir même créé le Newbell. Là, nous sommes les premiers à avoir chassé les autochtones de là où ils se trouvaient et que c'est nous, le problème que c'est nous, le caillou dans la chaussure. Vous voyez, il continue vertement, il exhorte les ressortissants d'autres tribus à chasser les Bamileke de leur territoire, à chasser les Bamileke et à, entretenir l'idée selon laquelle le principal problème du Cameroun serait un problème Bamileke. Donc voilà.
Il dit presque toutes les chauffeuries y entretiennent un représentant du FUN et une filiale de leur société. Dans lui, la diversité ethnique des Camerounais est un problème. Il faut que les Bamileke restent à l'ouest. Il ne faut pas qu'ils viennent à Douala et créent leur succursale. Lui, il est européen. Mais lui, ça le dérange qu'il y ait un melting pot culturel entre les Camerounais. Il dit aux Bamileke, allez faire ça chez vous, à l'ouest. Et vous retrouvez le même discours à Ibolova, le même discours à Sangmelima, le même discours à Konolinga, le même discours partout dans le fief de Paul Biya, le même discours colonial. Vous, si quelqu'un doute donc encore que le tribalisme d'État est une haine apprise, une haine enseignée, une intention malveillante fabriquée de toutes pièces par le colon, voilà les éléments factuels que je suis en train de vous présenter. C'est-à-dire, oh là là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà là où se trouvent les vrais problèmes. Voilà là où se trouvent les vrais problèmes. Voilà là où se trouvent les vrais problèmes. Et l'avantage, enfin, la perfidie dedans, c'est que ce n'est pas un discours oral, c'est un discours écrit. C'est un discours qui va faire tache d'huile dans l'esprit justement de ceux qui vont rester là et ils vont se le transmettre parce que quand le blanc parle, le blanc est l'unité de mesure de la vérité. Quand il parle, il a raison. Donc le gouvernement va enseigner cela à ses administrés, les administrés vont enseigner cela aux parents qui vont enseigner cela à leurs enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le blanc qui a dit. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'une haine se propage par-delà les décennies, par-delà les générations. Par contre, la véritable histoire, on ne leur dit pas. C'est-à-dire, on ne leur dit pas la véritable histoire de, comment dire, du vol par l'entremise de la puissance coloniale. Ça, on ne leur dit pas à quel point, justement, c'est le colon qui est au prix. On leur ferme les yeux dedans, on leur dit, le colon vous apporte de belles choses, les écoles, les routes, la langue française, regardez, vous êtes développés. Par contre, les Bamileke vous arrachent tout. Et ce n'est pas fini, hein. Ce cher Lamberton va beaucoup plus loin. Il parle des emplois également. Il dit un truc du genre, on peut avancer que les Bamileke résidant à Douala y occupent 70% des professions libérales exercées par les Africains. Donc, il dit que les Bamileke occupent 70% des emplois. Donc, si vous avez un problème pénurie d'emploi ou je ne sais quoi, sachez que ce sont les Bamileke. Ils occupent 70% des emplois. Tout à l'heure, il a dit que c'était une minorité ethnique au tout début de son discours. Il dit, c'est une minorité ethnique, les Bamileke. Mais plus tard, il vous dit que non. Les Bamileke occupent 70% des emplois, des professions libérales. Il dit, ça comprend les médecins, les avocats, les journalistes, les comptables, les employés de bureau. C'est-à-dire, il pousse même la bêtise jusqu'à dire que les Bamileke occupent 80% des emplois de fonctionnaires appointés par le gouvernement. 80% de toute l'histoire du Cameroun. Les Bamileke n'ont jamais occupé ne serait-ce que la moitié des emplois appointés de la fonction publique appointée par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est tellement grotesque, c'est tellement absurde, c'est tellement faux. Et il le dit tranquillement, il est tranquille, c'est-à-dire, il le dit, il est très à l'aise quand il dit ça. Comme ça, les gens l'écoutent et les gens se disent que, c'est vrai, donc ils nous prennent tout. Et quand vous voyez dans le discours d'Elimbi Lobé aujourd'hui, c'est la continuité, il va vous dire, depuis les indépendances, les Bamileke sont ici à Douala, ils occupent tous les emplois. Regardez d'abord, dans les années 50, ils sont venus ici, ils occupaient déjà 80% des emplois. C'est ce que des freigneux comme Elimbi Lobé vont vous chanter. Ils vont nourrir ce discours. Ils vont le poursuivre jusqu'à aujourd'hui et vous dire que oui, c'est ça. Je relis ce que Lamberton dit. Comme ça, vous allez comprendre l'histoire de votre pays. Vous allez voir que la sorcellerie ne vient pas de loin. Il dit, on peut avancer que les Bamileke résidant à Douala y occupent 70% des professions libérales exercées par les Africains, en y comprenant les médecins, dont 70% des médecins, c'est les Bamileke selon Jean Lamberton. 70% des avocats, c'est les Bamileke. 70% des journalistes, des comptables, des employés de bureau, même les emplois de fonctionnaires appointés par le gouvernement, les Bamileke sont dedans à 80%. Voilà le construit colonial, voilà les racines du tribalisme d'État qui gangrène votre pays, le Cameroun, à l'heure actuelle. Même le dernier des Crétins, même si tu es de mauvaise foi, tu ne vas jamais dire que les Bamileke occupent 80% dans la fonction publique, c'est plutôt le contraire. Mon Dieu! Donc il dit, on compte 60% de Bamileke parmi les commerçants africains, 80% parmi les artisans, 40% parmi les ouvriers, 12% parmi les domestiques. À un moment donné, vous avez envie de demander à Lamberton que, mais finalement, il y a combien de Bamileke au final? Parce que tu dis c'est une minorité ethnique, mais toi tu les vois finalement partout. Ils sont 80% ici, 90% là-bas, 200% là-bas, mais c'est-à-dire comment c'est possible?
Donc, à un moment donné, vous voyez, il y a un souci de cohérence. Il y a un souci de cohérence simplement parce qu'il fallait maintenir un construit orienté contre une ethnie. Tout simplement. C'est-à-dire, rassure-toi. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire, voilà. Donc, voilà. 70% des professions libérales, 80% des emplois de la fonction publique, etc., etc. Je me suis écorché la voix à faire du Limbi Lobé tout à l'heure. Ils doivent rester à l'ouest. Donc voilà. Il va alimenter l'idée, cette fameuse idée-là selon laquelle ils nous prennent tous nos emplois. Ils nous prennent tous nos emplois. Au début, ils sont une minorité, mais après, tu les vois partout. Comment c'est possible? Il faut que Lamberton nous explique. Je sais pas, comme il est même déjà mort là. Maintenant, maintenant, nous, on connaît le Cameroun comme il est. La fonction publique a été attribuée à ceux qui avaient, justement, comment dire, une docilité plus accrue à faire alliance avec le colon. Donc, je ne comprends pas et je pense que je suis le seul à ne pas comprendre comment notre cher colonel lui voit là-bas qu'il y avait 80% de Bamileke. C'est-à-dire les Bamileke ont le pouvoir politique et le pouvoir économique. Mais comment ça se fait que les Bamileke se fassent alors massacrer alors que c'est eux qui ont le pouvoir politique et économique? Ils se laissent alors massacrer comment? C'est-à-dire comment c'est possible? En fait, le discours de Lamberton n'a aucune logique. Rien du tout. Ça n'obéit à aucune logique. C'est un discours de haine, c'est un discours nazi, c'est un discours c'est-à-dire qui servait simplement à mettre dans l'esprit des Camerounais ces gens-là. Empêchez-les de se réveiller, ces gens-là. En fait, ces gens-là sont votre souci. Ces gens-là sont votre souci parce qu'à un moment donné, ils allaient dire à leurs frères que mais regardez, les vrais voleurs, c'est les colons, dont faisons alliance contre eux, et voilà, et voilà, et voilà. Donc la seule visée du discours de Jean Lamberton, c'est empêcher la réunion de tous les Camerounais. C'est la France qui a instauré le tribalisme d'État au Cameroun. C'est un fait. C'est-à-dire, c'est un fait. À l'époque où la vérité sonnait blanche, quand le blanc parlait, il disait la vérité. Donc, si le blanc disait ta mère est une sorcière, tu acceptais que ta mère est une sorcière et tu commençais à détester sa mère. Écoutez ce que Lamberton nous dit plus loin. Lamberton nous dit, Oumniobé était de race Bassa. Il était pas déjà de race, c'est la race, mon Dieu. Et Moumié était un Bamileke. Dites-moi en commentaire, Félix Moumié était Bamon? Non. Est-ce que vous savez que dans les textes de Jean Lamberton, Félix Moumié était un Bamileke? Tous ceux qui contestent la politique coloniale sont soudain Bamileke. C'est un peu comme aujourd'hui quand vous demandez quand vous dénoncez, comment dire, le marasme de la gouvernance de Paul Biya, vous devenez Bamileke. C'est-à-dire, vous devenez Bamileke. C'est ce que Lamberton nous dit dans ses écrits. Momié le Bamoun est Bamileke. Il dit bien, Oumniobé était de race Bassa, Momié est un Bamileke. Il dit ça, ils vont assassiner Momié la même année, hein. Le 3 novembre 60, Momié va mourir. Le discours de Jean Lamberton, c'est en mars. Momié le Bamileke, il faut l'éliminer. Donc, c'est-à-dire, quand il y a la possibilité, bon, peut-être que Bamoun, d'une certaine façon, c'est Bamileke, mais je pense que les Bamoun aujourd'hui veulent bien qu'on dise qu'ils sont Bamoun. C'est, voilà, la précision en vaut la peine. Quand Lamberton disait c'est des Bamileke, il sait pourquoi il le dit, il sait là où il oriente justement son discours. Donc, c'est un discours très intéressant en fait. C'est-à-dire, donc, Oumniobé était de race Bassa, Momié est un Bamileke. Bon, mais comme je dis, admettons que les Bamoun sont des Bamileke, allons quelque part sur ce terrain-là. Il est quand même clair que il fait exactement comme tous les sorciers de TikTok, notre cher Lamberton. Dès que tu dénonces, je vous rappelle qu'une personne qui se réclame suprémaciste boulot m'a dit il y a 3 jours que j'étais Yambamileke et que c'est pour ça que depuis je dis que Paul Biya, si tu es mort, rentre dans ton pays parce que à mes yeux tu es même mort de toute façon, tu es invalide depuis au moins 4 ans et demi. Tu arrives à Washington, tu ne sais pas où tu te trouves. Elle a estimé que comme je dénonce justement le marasme et la léthargie, le cadavérisme de Paul Biya, c'est que je suis Bamileke. En fait, quand tu dénonces l'injustice, tu es Bamileke. Quand tu dénonces le mépris de la Constitution, tu es Bamileke. Quand tu fustiges ce qui ne va pas, tu es Bamileke. Regardez à chaque fois comment les attitudes des Camerounais d'aujourd'hui s'alignent en parfaite harmonie avec les affirmations de Lamberton à l'époque, que ce soit sur le fait que les Bamileke envahissent Douala, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'Elimbi Lobé dit, que ce soit sur le fait que les Bamileke prennent tous les emplois du pays, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'Elimbi Lobé dit également, que ce soit sur le fait que dès que tu dénonces quelque chose, tu es
Bamileke. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui contre nous. C'est aussi ce que Jean Lamberton dit. Et voilà, Momier aurait quand même aimé qu'on précise que bon, il est Bamoun, même si on veut entendre que les Bamouns sont des Bamileke. Le fait que Monsieur Lamberton appuie dessus, alors que les Bamouns, quand vous les interrogez aujourd'hui, aiment bien qu'on insiste sur leurs différences, c'est parce qu'ils veulent mettre dans la tête des Camerounais que les Bamileke, le problème des Camerounais, le problème du Cameroun, c'est un problème Bamileke. C'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, dans la lignée de ces mensonges, il ajoute, et je vais vous parler de ça aussi dans un instant, il parle des massacres de 1955, parce qu'il y a eu un soulèvement 5 ans plus tôt, en 1955. Et Lamberton écrit, en 1955, le soulèvement qui a envasé le sud du Cameroun fut décidé par la fraction Bamileke de l'UPC, contre l'avis de son secrétaire, le Bassa Oumniobé. En fait, je ne sais pas si vous réalisez, il y a moi, je suis même gêné quand je lis tout ça là. Lamberton, lui, il ne voit pas les luttes de résistance. Chaque fois où il a l'occasion de mettre la tribu, il met la tribu. Déjà, il ment. Vous connaissez le discours de Oumniobé qui dit qu'il ne veut pas l'indépendance tout de suite, il veut la réunification, et après on va aller vers l'indépendance. Mais Lamberton dit que non. Ce qui veut, c'est d'ailleurs Lamberton dit que je mélange même les pinceaux. Prenons les choses pas à pas d'abord sur le plan de la tribu. Il dit les massacres de 50, en tout cas le soulèvement qui a embrasé le Cameroun fut décidé par la fraction Bamileke de l'UPC contre l'avis de son secrétaire, le Bassa Oumniobé. Avant d'aller sur les tribus en elles-mêmes, je vous rappelle qu'en 1955, il y a un décret qui est sorti, c'était le 13 juillet 1955, un mandat d'arrêt qui est sorti contre Ruben Oumniobé pour l'arrêter. C'est à ce moment-là que Ruben Oumniobé gagne le maquis en juillet 1955. Où il s'en va retrouver son terreau à Boumniébel notamment. Comment Jean Lamberton nous dit que ce sont les Bamileke qui ont décidé du soulèvement et que Oumniobé n'était même pas d'accord, mais on met quand même un mandat d'arrêt contre Oumniobé. Comment c'est possible? Vous voyez, il dit bien, c'est les Bamileke qui ont dit à Oumniobé de se soulever. Oumniobé, lui, n'était pas d'accord et que ce sont les Bamileke qui ont obligé le soulèvement pendant que Oumniobé ne voulait pas. Mais dans ce cas, laissez Oumniobé tranquille, il est innocent. Qu'est-ce qui fait qu'en 1955, le même jour dont justement des soulèvements, la même France de Lamberton, émet un mandat d'arrêt contre Ruben Oumniobé? Ça veut dire que Jean Lamberton est dans le mensonge. Il faut présenter les Bamileke comme un problème tous azimuts, dans tous les secteurs de la société. Il faut trouver un moyen de mettre les Bamileke de c'est eux le problème. C'est eux, c'est-à-dire l'UPC, ce n'était plus une entité de résistants qui combattait pour l'indépendance du Cameroun. Non. C'est les Bamileke qui ont dit à Oumniobé, amène le peuple à se soulever. Oumniobé, lui, ne voulait pas. Mais donc là, on veut bien prendre Jean Lamberton au mot et dire que ok, tu as raison, on est d'accord avec toi. Oumniobé a été obligé, lui ne voulait pas, c'est les Bamileke qui ont décidé du soulèvement. Comment se justifie dans votre mandat d'arrêt contre Oumniobé? Comment se justifie que vous avez arrêté Oumniobé finalement, vous l'avez exécuté, vous l'avez défiguré, vous l'avez tué de la manière la plus sauvage possible? Or lui, il était contre le soulèvement. Voilà les mensonges de Jean Lamberton. Et voilà. Il ajoute dans les mêmes lignes que la rébellion de la Sanaga maritime qui a été dirigée par Oumniobé a ensanglanté le seul pays Bassa dans l'indifférence complète des Bamileke. Jean Lamberton nous dit que quand on a tué Oumniobé et quand on a sinistré le pays Bassa, les Bamileke, ils étaient contents. Donc il nous explique que Ernest Ouangé, qui lui est Bamileke, a donc repris le flambeau de l'UPC. Or, lui, il était content qu'on assassine ses frères d'armes. C'est que tu essayes de comprendre la logique de quelqu'un, il n'y a pas. Mais c'est voulu, c'est fabriqué. Quand Lamberton s'assoit pour écrire son papier, l'intention, elle est claire. C'est un peu comme la méthode du service de renseignement. Je vais semer la zizanie à l'intérieur de ce peuple. C'est moi, la France, qui ai massacré les militants de l'UPC. Mais plutôt que de dire aux Camerounais que c'est moi le méchant et je m'excuse, moi je m'en vais dire aux Camerounais que bon, quand on tuait les Bassa, les Bamileke étaient indifférents, ils étaient même contents, mais qui tuait? La véritable question c'est qui tuait dans les Bassa? Ben, c'est ça la question. Lamberton, il est français, c'est la France qui est venue tuer les Bassa. Mais Lamberton vous dit que la France qui est venue tuer les Bassa n'est pas le problème. Le problème c'est les Bamileke qui se sont réjouis justement de
ce sont les Bamileke, enfin les Bamileke se sont réjouis des massacres de l'UPC. C'est incroyable. C'est-à-dire, alors depuis là, je ne fais que prendre des choses qui sont écrites, et je les confronte à l'épreuve des faits. Je dis bien, en 1955, il y a un mandat qui est signé, un mandat d'arrêt contre Ruben Oumniobé, mais pour mettre les Bassa sur le banc des accusés, Monsieur Jean Lamberton dit que même là-bas, le soulèvement de 1955, où ils ont émis un mandat contre Oumniobé, ce n'est pas Oumniobé qui est le fautif. C'est la première fois que j'entends que tu es innocent, mais on va t'arrêter quand même. On a fait un truc contre ton avis, toi-même tu ne voulais pas, et on sait que tu ne voulais pas, mais on veut quand même t'arrêter, au point où tu es obligé de fuir. C'est là que Oumniobé a fui, qu'il a gagné la clandestinité, pour un truc dont Lamberton dit qu'il était innocent, et que ce sont les Bamileke qui l'ont forcé à accepter. Voilà le discours colonial. Voilà le discours colonial. Voilà le discours colonial ourdi par Jean Lamberton. Jean Lamberton. Donc quand la rébellion en Sanaga Maritime a ensanglanté le pays Bassa, les Bamileke étaient indifférents. Comment créer la discorde entre deux peuples? C'est en racontant à l'un de ces deux peuples que quand toi tu te faisais massacrer, l'autre était content, il jubilait. Regardez aujourd'hui comment les Bassa regardent les Bamileke. Ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire Bassa Bamileke se regardent en chien de faïence. Les Bassa considèrent que les Bamileke d'une certaine façon ne les ont pas soutenus comme il fallait, les ont accusés de traîtrise et blablabla. Et blablabla, Jean Lamberton avait déjà dit, alors que l'UPC était encore active pendant des décennies, lui il disait déjà que, hey, vous les Bassa, là, sachez que quand on vous a tué il y a 5 ans, mais ça c'est toi la France, les naïfs prennent plutôt le côté tribal en disant que, ah, c'est vrai, mince, donc quand nous on a été assassinés, les Bamileke jubilaient, c'est terrible, c'est terrible. Et vous entrez dans une pièce, vous trouvez un père, une mère et les enfants, je sais pas, vous tuez les enfants, la mère se met à pleurer, le père, je sais pas, le père, il implore que vous le laissiez, vous sortez de la maison, vous avez tué les deux enfants, et à la fin, le père envoie un message à... Que tu sais que quand je tuais les enfants, le père ne pleurait même pas. Au lieu que la mère s'en foute et qu'elle dise que, mais il pleure, est-ce que le problème est à ce niveau? Il pleure pas. Le problème, c'est toi qui es venu tuer mes enfants. C'est là le problème. Le problème n'est pas qui a pleuré, qui n'a pas pleuré. Le problème, c'est qui est venu tuer les enfants. La France vient sinistrer le pays Bassan. Elle vient sinistrer la Sanaga Maritime, elle vient sinistrer le Cameroun, elle vient sinistrer toute la région, la sous-région de la forêt équatoriale, elle vient sinistrer la région des montagnes, elle vient semer la mort et le chaos, mais elle dit quand même que bon, non, c'est pas si grave que ça, nous qui avons semé le chaos. Le problème, cher Bassa, c'est que les Bamileke étaient indifférents au sort qui vous était réservé. Bon, déjà, c'est faux, puisque l'UPC a après continué, et le dernier grand dirigeant de l'UPC, Siam Bamileke, donc ça démantèle totalement la théorie cafardeuse de Monsieur Lamberton, qui a pour seul but de mettre sur pied justement le tribalisme d'État auquel je fais allusion depuis. C'est un construit colonial depuis les années coloniales. C'est voulu, c'est fabriqué, c'est intentionnel. Bon, je vais encore bloquer quelqu'un. Vous n'allez pas me perdre, vous n'allez pas me perdre, vous n'allez pas me perdre, vous n'allez pas me perdre mon temps. Et comme j'ai dit, la personne qui est pas d'accord avec ce que je dis organise son propre live et confronte les discours de Lamberton au fait. Ce que je viens d'évoquer, les deux paradigmes que je viens d'évoquer, c'est le discours de Jean Lamberton qui est écrit, dont tout le monde peut le lire, il est même gratuit en ligne, hein, où il dit que les Bamileke n'ont pas pleuré quand on tuait les Bassa, et où il dit que Oumniobé était obligé par les Bamileke. Ça, c'est un fait dont je ne donne pas un avis. C'est pour ça que je lis pas vos commentaires. On n'a pas de temps à perdre. De l'autre côté, je dis que on a ordonné l'arrestation de Oumniobé le 13 juillet 55 avec un mandat d'arrêt après les massacres de 1955 et que c'est là-bas qu'il a donc gagné la clandestinité. Et je confronte ça donc le paradoxe du fait que on dit que quelqu'un est innocent, mais on veut quand même l'arrêter. Donc c'est absurde. Et voilà. Donc celui qui ne met pas d'accord, celui qui pense autre chose, qu'il fasse son live avec 520 personnes qui écoutent et qu'ils viennent nous dire ses vérités à lui. Je ne viens pas sur TikTok donner mes opinions. Je viens sur TikTok retracer l'histoire du Cameroun parce que beaucoup d'entre nous ne savons pas, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où viennent les problèmes du Cameroun et je ne fais que commencer. Je vous ai dit, on a toute la soirée, on va décortiquer, on va crever l'abcès jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que tout le pu soit sorti. Donc voilà. Et donc, déjà, bref.
Voilà, ça fait que après les massacres de 55 qui ont créé énormément de consternation, énormément de rancœur envers la France, Lamberton essaye de se dédouaner en disant que non, 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 le problème est ailleurs. Non, 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 le problème est ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'aime pas pleurer quand vous êtes mort, etc., etc. Donc, il montre que les Bamileke ont entraîné les Bassa à la mort et qui n'ont même pas pleuré la mort ensuite. Bon, c'est terrible. Ils trouvent pas que c'est la répression de 55 le problème. Ils trouvent que c'est les résistants le problème. C'est exactement comme vous quand on va marcher. C'est-à-dire, au lieu de vous acharner sur celui qui viole les lois en interdisant les marches, vous vous acharnez sur celui qui a voulu jouir de la loi en allant marcher. On a une loi au Cameroun, la loi de 1990, la loi du 19 décembre 90, enfin un ensemble de lois sur la liberté de réunion et de manifestation, la loi du 19 décembre donc 90. Quand on dit donc qu'il y a une loi qui nous donne l'autorisation de marcher, au lieu que vous preniez acte du fait que ceux qui partent marcher se conforment à la loi, puisque la loi leur donne l'autorisation, vous fâchez contre eux et vous dites que non. Le problème, c'est eux qui sont allés marcher. Ils partaient d'abord marcher. Pourquoi? Vous ne voyez pas que le problème, c'est ceux qui les ont arrêtés, mis en prison parce qu'ils sont allés marcher. C'est insensé. Ils sont allés marcher parce qu'ils en ont le droit. Parce qu'ils en ont le droit. C'est ceux qui les ont réprimés qui n'avaient pas le droit de les réprimer. Donc, si vous voulez ouvrir la bouche, indignez-vous plutôt contre ceux qui ont maltraité, emprisonné, torturé les marcheurs, et non contre les marcheurs eux-mêmes. Et c'est ça la doctrine Lamberton. Lamberton vous dit que le problème, ce n'est pas ceux qui ont massacré en 55. La doctrine, c'est ceux qui ont revendiqué l'indépendance en 55. Et la doctrine, c'est que quand on a même tué, les gens n'ont pas pleuré. Donc on vient, on tue ta femme. Et après, celui qui a tué ta femme dit que, oh, toi, tu es méchant, tu es sanguinaire. Comment tue ta femme, tu ne pleures pas? Mais c'est lui qui a tué ta femme, hein. Donc voilà le tribalisme d'État auquel il fait allusion. C'est-à-dire, on vous a appris à détester, mais vraiment la victime et à aimer le bourreau comme de grands enfants. C'est que comme de grands enfants. Comme de grands enfants. Et là où je voulais en venir dans tout à l'heure sur Monsieur Oumniobé, c'est que dans les mensonges de Jean Lamberton, Lamberton dit que en ce qui concerne les Bassa, les revendications, c'était l'indépendance. Et en ce qui concerne les Bamileke, les revendications, c'était la réunification. Dont Lamberton dit que les Bami et les Bassa ne voulaient même pas la même chose, qu'ils n'avaient aucune raison de s'allier. Or, vous voyez bien comment Oumniobé, dans tous ses discours, dit que il veut d'abord la réunification avant l'indépendance. Oumniobé et Bassa, il dit qu'il veut la réunification avant l'indépendance. Jean Lamberton écrit que les Bamileke ne voulaient pas la réunification, et ils voulaient juste l'indépendance, et que c'est les Bamileke qui voulaient la réunification. Une avalanche de mensonges, rien que pour discréditer un combat, rien que pour séparer un combat, une structure. C'est le discours nazi par excellence dans l'histoire du Cameroun, le discours de Jean Lamberton. Merci de partager ce live. Vous voyez qu'on apprend énormément de choses ici. Entre ce que Lamberton écrit et les faits, tout est faux. C'est-à-dire que tout est faux, c'est un menteur compulsif. Compulsif. C'est-à-dire, les gens disent, la réunification, pour que tout se passe bien, on réunit d'abord les deux Cameroun, le Cameroun qui est sous tutelle britannique, avec le Cameroun sous tutelle française, et après on va sur l'indépendance immédiatement après. Mais Lamberton dit que non, 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 ce n'est pas la vérité. Les seuls qui voulaient l'indépendance, c'est les Bamileke, les Bassa, enfin c'est les Bassa, les Bamileke, ils voulaient juste la réunification. Voilà ce que lui il dit, voilà ce qu'il propage, il insiste dessus. Tout est mis en œuvre pour créer la zizanie, tout est mis en œuvre pour déstructurer justement c'est-à-dire, alors je vais d'abord bloquer encore quelqu'un. Et il y a des commentaires, je ne lis pas vos commentaires, enfin, ou quand je les lis, je n'y réponds pas. Je ne vais pas vous faire le plaisir d'écouter ce live et de profiter de l'interaction avec les gens. Donc, Monsieur Lamberton vous dit donc cela, que les revendications n'étaient pas les mêmes, que les revendications étaient différentes en fonction de la tribu, en fonction de la tribu, en fonction de la tribu. Tout est tribalisé dans son discours. Pour plus d'approfondissement, je vous exhorte à aller lire sur Internet discours de Jean Lamberton. C'est-à-dire, je vous ai pris simplement les grandes lignes. Vous allez découvrir des choses qui vont vous sidérer. Tout ce que je vous dis là n'est rien. C'est que si je reprends tout le discours, on ne s'en sortirait pas. Mais vous voyez bien, pendant que tout le monde a entendu comment Oumniobé demande la réunification et après l'indépendance, Lamberton, lui, il nous dit comme si on était sourd, comme si on était aveugle, comme si on avait perdu la tête. Il nous dit que non, les Bassa ne voulaient pas du tout de la réunification. Ils voulaient l'indépendance, voilà. Ils s'en foutaient de la réunification. Maintenant, les Bamileke, ils ne voulaient pas.
l'indépendance, il voulait la réunifier. En fait, un discours décousu qui n'a aucun rapport avec la réalité. C'est-à-dire aucun rapport avec la réalité, mais absolument pas. Donc voilà. Est-ce que j'aime encore pris une ligne de son discours? Oui, c'est en fait c'est un peu la lignée, c'est ce que lui il vise. Le souci n'est pas le franc CFA, le souci n'est pas la continuité du colonialisme, non. Le souci, selon Lamberton, c'est ceux qui se battent contre justement le franc CFA qui existe déjà hein, à cette époque-là dans les années 50. Le souci c'est ceux qui se battent contre le néocolonialisme, etc., etc., etc. Donc voilà, le tribalisme d'État, mais vraiment il est fabriqué, il est voulu. Lorsque, parmi les, à l'époque des fameux massacres de mai 1955, les manifestants ont érigé des barricades à Yaoundé notamment, ou quand ils ont bloqué la route Yaoundé-Douala, les manifestants étaient de toutes les tribus, Bamileke, Bassa, ils avaient bien écrit dans les pancartes la réunification, virgule, et ensuite l'indépendance. C'est ce qui a été écrit en 1955. C'est également ce que Oumniobé revendiquait dans les mêmes années